radiopirate.com. Quel débat de société pareil, hein? Est-ce que la nouvelle toune de Radio Pirate est trop AI, trop quétaine, trop ci, trop ça? Ben, regarde, à vous de décider, on va vous consulter, mais on est fait plus fort que ça, là. J'espère que les 220 minutes pour les gens du Prime et quasiment 1h15 pour les gens qui sont sur le live, j'espère que vous appréciez et qu'on va au-delà du 15 secondes de AI. Et puis si vous commencez à faire des petits pocs dans vos shorts pour le AI, vous n'avez pas fini, là. Votre vie, rappelez-vous votre vie avant 1995. Il n'y avait pas d'Internet nulle part. Il n'y en avait pas 0. Et les premiers qui étaient abonnés à Internet faisaient rire d'eux, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je consulte le journal de telle place parce que j'aime savoir ce qui se passe à San Francisco. OK? Ah ouais. Ça donne rien, ça. Ça donne quoi? Donc, les gens étaient ridiculisés. Les premiers qui ont eu des iPhones, j'étais un des premiers à avoir un iPhone, OK? Par concours de circonstances, je n'étais pas très BlackBerry. J'en avais un, mais c'est pas quelque chose qui me fascinait. Il y avait une fascination alentour des BlackBerry. Et l'arrivée des iPhones, c'était comme un genre de téléphone qui était un téléphone jouet, un téléphone Toys R Us. Et j'ai fait rire de moi. La majorité des gens qui avaient tout le monde avait des BlackBerry. Et tout le monde disait, ben voyons donc, c'est donc quétaine, ça. En plus, la première batch était blanc ou noir. Et moi, j'avais pas de protecteur. Donc, le seul téléphone que j'avais réussi à avoir était blanc, imaginez-vous. J'ai fait rire de moi, là. Même chose pour à peu près tout ce qu'on a, là. Quand est arrivé Netflix, les gens disaient, ça peut pas marcher. C'est pas de la télévision traditionnelle. Même chose pour les podcasts, même chose pour à peu près tout ce qu'il y a alentour de nous. Le télétravail. Le télétravail, les gens n'y croyaient pas jusqu'au temps qu'il y ait la COVID. Tous les outils de télétravail étaient bien développés avant la COVID. Ils ont été améliorés pendant la COVID, mais ils étaient déjà disponibles. Personne n'y croyait. Donc, j'ai été de l'aventure de la radio satellite pendant 6 ans. Au départ, les gens ne croyaient pas du tout à ça, là. Donc, il y avait comme une retenue. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des choses qu'on voit qui vont s'adapter. Est-ce que trop d'images créées par le AI, est-ce que ça devient redondant puis un peu facile? Est-ce que notre tune est un peu facile? Ben, regarde, c'est un bon sujet, sauf que de dire c'est de ne pas utiliser le AI pour faire des choses comme si c'était honni parce que, je sais pas, parce que vous allez avoir du AI partout. Regardez juste la performance de NVIDIA depuis quelque temps. Regardez tout l'investissement qui se fait actuellement dans Silicon Valley. Les amis, on peut pas retenir. Je sais qu'il y a toujours eu naturellement au Québec une genre de retenue sur tout ce qu'il y a d'un peu nouveau au niveau technologique. Mais ça, il faut briser ça. Pensez-vous que les gens de Singapour se posent des questions à savoir si le AI, c'est quétaine ou non? Non. Ils sont sautés dedans à pieds joints. La seule affaire qu'ils voient là-dedans, c'est des opportunités. Donc, j'espère qu'au-delà de notre retenue, comme on le fait régulièrement, c'est dans notre ADN, à nous autres, les Québécois, qui fait qu'on est habituellement technologiquement, et ça, j'ai vu ces études-là, ça a été fait pour n'importe quoi, le cellulaire, l'Internet, le Facebook, à peu près tout. Même chose pour le câble. Donc, on est habituellement sur le reste de l'Amérique, toujours 5 ans derrière les autres. Et ça contribue à notre pauvreté collective. Si, à l'inverse, on jump et on met de côté les affaires qu'on aime ou on n'aime pas, puis qu'on jump là-dedans parce qu'on voit l'opportunité que va nous amener les nouvelles technologies comme le AI. Imaginez-vous, on est des conservateurs. On est des conservateurs fiscaux. Imaginez-vous ce que le AI, s'il est bien utilisé, peut faire. Ça veut dire quoi, le AI bien utilisé? Ça veut dire des centaines de milliers de moins de fonctionnaires qui font des jobs redondants. OK? Ah oui, mais il faut que les gens travaillent. Oui, il faut que les gens travaillent, mais je veux dire, les gens travaillent, c'est que là, on est rendu qu'un budget de 150 milliards pour zéro production ou à peu près, et tout ce qu'il touche vire en marde. Voyez les images d'aujourd'hui à Montréal, dans le coin du pont Jacques-Cartier, avec la conduite d'eau qui vient de péter.
Et faites-vous-en pas, les parcs éponges vont faire la job. Et là, ben oui, mais c'est en train de tomber en ruine. Pourtant, vous dites, comment ça se fait qu'une ville comme Montréal, avec le nombre de monde qu'ils ont, l'explosion des coûts de taxes qu'ils ont eus dans la dernière décennie, comment ça se fait que Montréal, plus Montréal avance, plus le Québec avance, et plus il est médiocre, et plus il est en train de tomber en ruine, alors que toute notre énergie d'argent est investie là-dedans? Eh bien, dans ces villes-là, dans le gouvernement, dites-vous une chose, c'est que on a trop concentré, je dirais, toute notre économie et également notre énergie à bâtir une machine qui est inefficace. Donc, pour régler cette dépendance économique qu'on a envers la machine, parce que c'est quasiment tout le gouvernement qui run l'économie, une des choses qu'on va pouvoir utiliser pour justement pas trop perdre de service et que ça se mette à bien rouler, puis de ne pas avoir de monde qui ne veulent pas travailler, qui ont hâte de finir, qui ont hâte de prendre leur retraite, qui ne sont pas très productifs, eh bien, le AI va faire partie de cette solution-là pour faire fonctionner des choses qui sont assez banales à faire fonctionner. OK? Donc, on verra comment ça va se développer, mais on va faire le débat sur notre toune d'entrée. Hey, je vous dirais que c'est pour commencer ce vendredi-là, c'est un genre de... Habituellement, je commence souvent avec un genre de Jeff Liberté, mais je pense que c'est plus une poubelle que nous avons en ce moment qu'un Jeff Liberté. Donc, allons-y avec la petite tounette qui n'a pas été créée par l'intelligence artificielle, celle-là. Dans mes sujets d'aujourd'hui, il y en a une tonne. Il y a une couple de petites affaires, le fun pour ce vendredi-là, parce que on s'en va vers le week-end. On l'a lancé le week-end hier avec l'aubergiste. Beaucoup de choses. Garde, je vais vous donner une nouvelle pas pire. Une nouvelle, vous allez me dire que c'est banal comme nouvelle, mais je pense que non, OK? Parce que dans le podcast plus tard pour les membres Prime, je pense que c'était hier ou avant-hier, je pense qu'on a fait une pas une poubelle, mais on a fait un lab avec Mr. White. Et Mr. White nous a présenté un audio de Luc Ferrandez. En fait, il y a 2 audios de Luc Ferrandez et j'aimerais les reprendre parce que, d'abord, les faire réentendre aux gens du Prime et j'aimerais les faire entendre aux gens du live. OK? Luc Ferrandez, si vous regardez l'état du plateau Mont-Royal, qu'est-ce que le plateau Mont-Royal est... J'ai dit cette semaine à mes pirates Prime que si j'avais à choisir à vivre dans les grandes villes urbaines, très à gauche, très démocrates, très communistes, vous me demandez de choisir entre partir dans un village amish ou d'aller s'installer dans un quartier d'un centre-ville quelconque en Amérique du Nord, bourré de monde bizarre, bourré de marginaux, bourré de malades mentaux, bourré de monde très weird. Eh bien, c'est sûr que je choisis le village Amish pour la fin de mes jours. Là. Je m'en vais m'installer là pour les 30 prochaines années. C'est clair, clair, clair. Et Luc Ferrandez est l'architecte de ce premier fell à Montréal qui est le plateau Mont-Royal. Et écoutez bien tous ces 2 audios-là de Luc Ferrandez. Ils sont extraordinaires. Gracieuseté de Mr. White. Entendu à Cogeco Montréal, la radio du roi Lagacé. Et cette radio-là nous offre un pur communiste. Et ils ont mis avec elle Nathalie Normando. Nathalie Normando, pauvre elle. Nathalie Normando s'est déjà fait... Je ne sais pas qui a eu cette bulle-là au cerveau, mais Nathalie Normando s'est fait, à un moment donné, demander si elle voulait faire de la radio avec Jeff Fillion. Et je n'étais pas trop au courant, je vais vous le dire. Je n'étais pas trop au courant qu'il y avait un plan que quelqu'un engage Jeff Fillion avec Nathalie Normando. Et Nathalie Normando, sans que moi je le sache, a décliné l'offre en disant que jamais elle travaillerait avec Jeff Fillion. C'est son droit. Mais elle n'a aucun problème à travailler avec un pur communiste. C'est un extrémiste. Et en plus, bien souvent, quand on l'entend, c'est pas fort, OK? C'est pas bright. En plus d'être communiste, il y a des communistes bright, mais il y a des communistes niaiseux en sacrament. Et voici ce qu'il avait à dire à son retour sur les ondes. Et t'as peu, là. C'est un hyper-gauchiste, c'est un QS, c'est un communiste. Il n'a pas passé ses vacances en vélo. Il n'a pas passé ses vacances près de chez lui. Il n'a pas... Non, écoutez bien.
On est au fait que je suis revenu de vacances de France et que j'ai été frappé par le prix des aliments. En épicerie. As-tu des exemples en tête? Oui, là, de ce qui t'a frappé? un énorme steak, un rhum steak, un énorme, qui coûtait 9 €, donc 15 $. Alors que je l'ai vu ici, c'est mon gars qui mange ça. 15 $, t'as une demi-livre de steak haché ici, là, comme non, dit ma mère, de bœuf haché. ouais. Wow! Donc, lui et son fils sont allés en Europe en avion. Kérosène, pas très green. On nous a dit qu'il faut arrêter de voyager. Je l'ai encore lu dans les dernières heures. Qu'il faut en faire plus pour l'environnement et ça inclut plus de voitures, le moins possible, et ça inclut surtout des vacances très proches de chez nous. Pas moi qui le dis, c'est sa gang. Mais eux autres, ils ne veulent plus que vous ayez en vacances loin. Eux vont y aller, OK? Comme c'était dans les années 40, dans les années 50, ce sera juste l'élite qui pourra y aller, incluant l'élite des méga-gauchistes. Mais le bout le plus drôle, c'est lui. Parce que beaucoup de pirates qui sont avec leur drapeau, entre autres sur X, s'amusent à mettre des prix de consommation, des choses qu'on voit à l'épicerie, des factures de restaurants qui n'ont plus de crise de bon sens. Rappelez-vous, quand je vous ai montré pendant la COVID, il y a eu un genre je suis allé au Costco et j'ai décidé de prendre le prix, parce que je savais les prix, je voyais les prix du saumon, je voyais les prix, et il y avait des choses que Costco vend régulièrement, faites maison, où on avait, habituellement, c'était au poids, mais je veux dire, toutes les assiettes vendues sont à peu près de la même grosseur. Donc, j'ai décidé d'acheter, dans ces plats préparés-là, une lasagne. Et la lasagne, habituellement, quand on achetait une lasagne familiale de Costco, qui est très bonne, c'est aux alentours de 13,40, 13,75, 13,25, 13,57. C'était toujours dans ces eaux-là. Puis là, à un moment donné, pendant la COVID, tout a monté très rapidement. Et on s'est ramassé avec une lasagne à 19 piastres. Et j'essayais de faire le lien entre ce qu'on nous disait des chiffres qu'on nous donnait au gouvernement pour l'augmentation du coût de la vie. Puis je disais, on n'est pas dans le 8-9 %. Là. Il y a une fraude quelque part. Et on se faisait ramasser par la gauche. Crise de pauvre, si t'es pas capable de t'en acheter une, mange des ramen, organise-toi, etc., etc. Et là, depuis quelque temps, imaginez-vous donc que c'est la gauche elle-même qui se plaint des prix à l'épicerie et au restaurant. Ben, my God! Les fromages et des vins, je mets ça de côté. C'est des producteurs de fromage et des producteurs de vin. On est d'accord. On va pas commencer à comparer avec nos prix. Nous autres, nos pommes coûtent pas cher, d'accord. Nos pommes coûtent pas cher, je sais pas, là. Mais mettons, tu achètes 3 pommes, ça te coûte 2,5 piastres. C'est vrai qu'il y en a des chers, les Granny Smith. Pas les Granny Smith, les Golden, je sais pas quoi. Non, il y en a plein qui sont assez chers. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas comparer nos vins avec leurs vins. Là, on va pas commencer on fait pas ça. Parce que c'est injuste. Mais c'est le prix de la viande, des légumes, des laitages, on est un produit de lait au Québec. On produit beaucoup, beaucoup de lait. Pourquoi nos yogourts, pourquoi nos crèmes glacées, pourquoi tout coûte tellement plus cher que là-bas? Bon. C'est des gens qui ont frappé à coups de masse sur Maxime Bernier, alors que Maxime Bernier voulait devenir le chef du Parti conservateur à la place du imbuvable. C'est ce que les autres qui disent, pas moi. Poilièvre. Donc, on aurait pu avoir... c'était pas Poilièvre à ce moment-là, c'était l'autre qui est arrivé. Mais je veux dire, on n'aurait peut-être jamais connu Poilièvre comme chef. Si Maxime Bernier avait été le chef, il le serait peut-être encore. Mais il a été bloqué par les Québécois. Il a été bloqué par des faux conservateurs, en fait, des bloquistes, des fermiers bloquistes qui se sont enregistrés conservateurs le temps d'un congrès pour voter contre lui. Et il y avait tous les médias et toute la gauche contre lui parce que Maxime Bernier voulait changer la manière que les prix sont décidés pour le lait et tous les produits laitiers, donc la gestion de l'offre. Il voulait abolir ça. Et là, c'est lui qui se plaint du prix du lait, du prix du fromage, etc., etc. C'est vraiment très drôle. Et pourquoi je vous amène vers ça, c'est que dans les derniers... Il y a eu une méga réunion. En fait, la réunion est ce matin, OK? Mais il y a eu du coulage de la réunion. C'est niaiseux ce que je vais vous dire là. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas comment ils vont tous faire toute la gang. Je sais que les marges sont très serrées. Mais Subway, OK? Subway, c'est un fast-food ordinaire. C'est une place, c'est une sandwicherie à bon prix pour
monsieur et madame tout le monde. C'était ça, Subway. C'était le succès de Subway. Il y avait la petite odeur quand on rentre du pain qui cuit puis tout ça, là, mais il y avait autre chose. Il y avait une offre de beaucoup de bouffe pour un prix décent. Qui ne se souvient pas 12 pouces, 5 $, OK? Vous savez comme moi, écoutez, moi j'ai un Subway pas loin de chez moi. Et il y avait genre il y a une pancarte dehors avec un genre de prix pour 3 sous-marins 12 pouces. Un genre de 3, tu sais, pour la famille. Et pendant la COVID, on voyait le prix monter à coût d'une pièce de l'achat, une pièce de plus, une pièce de plus. Tu sais, à chaque 3 semaines, un mois, on avait l'impression. Et là, maintenant, c'est toujours inscrit qu'il y a un prix pour 3 sandwichs 12 pouces, mais il y a un X où le prix, ils sont plus capables de suivre. Et ils ne veulent plus le montrer, le prix, parce que le prix est indécent. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les gens aiment aller manger chez Subway. Oui, il y a de la compétition. Oui, Jersey Mike est arrivé. Oui, il y a un paquet de joueurs qui se sont pointés. Ils sont arrivés avec une offre qui est supérieure, plus chère, mais supérieure en qualité. Donc, ça a divisé le marché. Mais la vraie histoire, c'est l'explosion, c'est l'inflation. C'est l'inflation causée par nos innocents de gouvernement. En passant, Kamala Harris, dans les prochaines heures, va vous annoncer qu'elle veut donner 25 000 $ au premier acheteur. Qu'elle veut donner 6 000 $ pour les gens qui vont avoir un premier enfant, qu'elle veut contrôler le prix à l'épicerie. Toutes des affaires qui vont créer ce que nous vivons en ce moment, l'inflation. C'est-à-dire, toutes des choses qui... Parce que si vous donnez 25 000 à quelqu'un pour s'acheter une maison, il y a quelqu'un qui le paye quelque part. Si ce n'est pas quelqu'un qui le paie, c'est de l'endettement. C'est l'imprimage d'argent. C'est exactement ce qui nous amène où ce qu'on est actuellement. Plus capable d'aller au restaurant, on pleure quasiment quand on sort d'épicerie. On capote bien raide parce que ça coûte trop cher. Eh bien, la nouvelle que je veux vous dire, c'est que Subway a fait une réunion d'urgence avec tout le monde. Et là, ce que je vous dis là, c'est en prix US. Mais Subway revient, c'est pas 5 $, mais c'est 6,99 pour la sandwich 12 pouces. Vous allez me dire, Jeff, tu n'es pas en train d'ouvrir ton podcast du jour avec une nouvelle comme de quoi? C'est une crise de bonnes nouvelles. Parce qu'on voit, puis c'est la deuxième chose du genre que j'ai entendu. À un moment donné, j'ai parlé avec des gens qui ont une chaîne de restauration de poulet. Et ils m'ont dit, à la fin de l'été, on se rend compte, on fait le tour du menu, on regarde comment on va pouvoir baisser les prix parce qu'il y a un problème. L'industrie vit un problème. Les gens... On aime aller au restaurant. Tout le monde adore aller se faire servir au restaurant. C'est toujours une petite gâterie aller au restaurant ou encore aller chercher une bouffe au restaurant. Mais combien de gens ne le font plus parce qu'ils n'ont plus le moyen? Combien de gens le font 5 fois moins souvent qu'ils le faisaient avant? Alors que même quand on était pauvre dans les années 80, je pense qu'on mangeait au restaurant 3 fois par semaine. Donc, plus on est riche en chiffre absolu, moins on est capable de se payer des choses. C'est complètement crazy. À un point tel que Subway, OK, une chaîne pour monsieur et madame tout le monde, était rendue à des prix exorbitants et que les franchisés étaient en train de crever et que ça a provoqué une réunion de tous les franchisés, de tous les opérateurs qui a lieu live aujourd'hui. Et ce qui coule de ça, c'est que Subway va annoncer un sandwich à 6,99. Donc, c'est le retour du 12 pouces à un prix normal. McDo a ces pressions-là. Tout le monde a ces pressions-là en ce moment. Les Saint-Hubert de ce monde, toutes les chaînes ont un problème en ce moment. Mais de voir qu'il y a des gens qui sont en train de tourner la vis de l'autre côté et que là, c'est fini l'augmentation, puis qu'on essaie de régler les prix pour faire revenir les gens, c'est une excellente nouvelle. Il faut maintenant, à partir de là, que les gouvernements se disciplinent. Il faut qu'ils commencent à couper. Il faut qu'ils commencent à faire attention. Il faut qu'ils fassent comme les gens dans les bonnes familles. Il faut qu'ils arrêtent de s'endetter. Il faut qu'ils arrêtent d'imprimer de l'argent. Il faut qu'ils se comportent en personne qui est responsable. Et c'est comme ça qu'on va mater les prix. Si vous pensez vraiment qu'au cours des dernières années, on a eu des augmentations de 8-9 %, my God, je pense bien qu'on sait très bien que ces chiffres-là étaient des chiffres exagérés, pas à peu près. Donc, c'est la bonne nouvelle. Pour moi, c'est bien niaiseux.
C'est une petite nouvelle niaiseuse, mais je pense qu'il se passe quelque chose. Et le but là-dedans, c'est justement de ramener ça ramener ça un peu comme c'était avant. Un peu comme c'est... On a toujours eu l'impression que tout était cher, mais depuis 2020, c'est complètement crazy. Et est-ce qu'on est capable d'avoir à peu près les mêmes choses qu'on avait? On le dit souvent, les années 80, les gens n'étaient pas très riches. Le salaire minimum était à quoi? 4,25 $. Les gens faisaient 27 000, 25 000 de salaire, 30 000, 33 000. Mais les gens, malgré ça, étaient capables d'avoir une maison, il y avait une voiture, ils allaient au restaurant, ils partaient en vacances pendant l'été. On faisait des choses, mais pourtant, on était, en principe, plus pauvres qu'on l'est aujourd'hui, mais on avait l'impression d'être beaucoup plus riches. My God. Beaucoup d'autres petites affaires que je peux vous donner. Je regarde le temps. Le temps passe vite. Beaucoup de choses aujourd'hui sur le live. Énormément de choses aujourd'hui sur le live. Même chose sur le Prime également, si vous êtes abonné de Radio Pirate. Énormément de stock aujourd'hui. Je veux juste faire un petit clin d'œil sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous savez, dans Poubelle, j'aime vous parler de choses parce que, tu sais, je peux vous parler de François Legault. Je peux vous parler de ce qu'il a fait hier lorsqu'il a répondu, mais je ne veux pas perdre de temps avec François Legault. Pour moi, François Legault, pour moi, c'est le gars du fromage. OK? Je ne perds pas mon temps avec ça. Si demain matin, je suis inondé, puis que la rue au complet est inondée, la dernière personne que je veux voir ici de faire « Mais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu besoin de mon costume de bain? J'ai amené du fromage qui fait quick pour tout le monde. Ça vous tente de prendre un break, là? » J'ai pas besoin d'avoir ce gars-là si jamais il arrive une inondation. L'histoire, là, que oui, mais on comprend que sur le moment, ils peuvent pas être là, mais après, il faut qu'ils viennent voir, puis il faut qu'ils viennent sympathiser avec le monde. Crissez-nous patience. On n'a pas besoin de vous autres, OK? Pas besoin de vous autres. Organisez-vous tu sais, regardez, je sais pas si ce matin c'est encore réglé. Je sais qu'il y a de l'eau dans Hochelaga Maisonneuve, mais est-ce que c'est réglé sur la 13? Est-ce qu'il y a encore de l'eau sur la 13? Alors qu'ailleurs, il y a cette affaire-là, 2 heures après, il n'y a plus d'eau. D'autres, une semaine après, il y a encore de l'eau. La 13 est toujours fermée. Si je me fie à l'image, je pense que c'est à la hauteur d'Orval, donc l'aéroport au bout de la piste. Si c'est le cas, c'est incroyable. Et pourquoi ça arrive over and over à chaque fois qu'il y a un coup d'eau, donc à chaque fois qu'il y a un 100 mm d'eau qui tombe en quelques heures? Pourquoi c'est toujours la même maudite affaire depuis les années 70 et que ça n'a pas été corrigé? C'est ça qu'il faut que nos politiciens fassent. Pas qu'ils viennent parader puis qu'ils viennent nous raconter des niaiseries puis faire semblant qu'ils ont mal. Les autres, on a mal pour vous. C'est n'importe quoi. Mais je l'ai vu, François Legault, je l'ai vu. C'est François Legault, là, OK? C'est un gars qui, socialement, il est awkward, OK? Bon, c'est la personne que les Québécois ont réélue après qu'ils ont été embarrés dans leur maison. Aujourd'hui, vous me faites semblant que vous avez de la peine parce que François Legault ne vient pas à un endroit où il y a des inondations. My God! C'est un gars qui n'aurait jamais dû être élu. C'est un gars qui... C'est un gars qui a tout fait de travers pendant la COVID. C'est quelqu'un qui vous a carrément crissé, embarré dans vos maisons, qui a divisé les familles, qui a crissé le bordel entre les amis. C'est quelqu'un qu'on ne devrait plus parler jamais. Vous me dites que s'il arrive quelque chose de grave, on a besoin de François Legault et de son soutien moral. Hey, laissez-moi tranquille, là. On a zéro besoin d'eux autres. Non, mais avant de partir, avant de passer à l'autre podcast, je veux juste vous parler d'une fille. Elle est superbe, OK? Elle est superbe. Elle s'appelle Samantha Steele Ponder. Donc, si vous êtes capable de trouver, peut-être que vous la connaissez, si vous écoutez TSN le lundi soir, avant le Monday Night, parce que c'est une fille de ESPN, vous savez que ESPN, je pense, ont une participation dans TSN, donc il y a un mariage entre les deux. Samantha Steele Ponder, une belle blonde, et bonne pour ça. Très bonne. C'est une vedette. Une fille qui gagnait probablement 350, 400, 450 000 par année pour faire seulement une vingtaine de semaines à peu près pour le Monday Night. Et elle faisait juste le lundi. C'est parce qu'elle était bonne. Et son visage était connu. Puis elle avait un bon panel alentour d'elle. Entre autres, elle avait l'ancien carrière des Redskins de Washington qui lui aussi a été flushé hier. Parce que ce que je vous dis, c'est que Samantha Steele Ponder a été flushée hier par ESPN. Et on va prendre du staff. Eux autres, ce qu'ils nous disent, la gang de Disney, propriétaire de ESPN,
nous disent Samantha Steele Ponder a été remerciée parce qu'on doit faire des coupures avant la fin de l'année fiscale, parce que ça va pas bien. Les médias traditionnels mangent une claque et on n'est plus capable de se payer des grosses vedettes à gros salaires. Donc, on coupe elle et l'autre. Donc, ils ont gardé à peu près tout le reste de l'équipe et elle est payée peut-être, alors que les autres sont payés aussi pas mal. Et là, finalement, en fouillant, OK, en fouillant pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Samantha Steele Ponder, la belle dame qui animait le show d'avant-match du Monday Night Football, eh bien, la vraie raison, on l'a su un peu, la vraie raison de son congédiement, c'est que dans les dernières semaines, depuis les histoires des Olympiques, Samantha Steele Ponder, OK? Vous allez me dire que toute l'histoire du woke, c'est fini. Vous allez me dire que la cancellation, c'est fini. It's not. OK? Samantha Steele Ponder, la fille de ESPN, NFL, Monday Night Football. La fille a été flushée parce que sur les réseaux sociaux, comme avec le gars qui fait les analyses du college le samedi sur ESPN et qui, lui, est au bat aussi et risque d'être cancellé, ce sont des gens qui ont eu aucune retenue sur les histoires de gars qui battaient des femmes aux Olympiques pour gagner une médaille d'or. Donc, Samantha Steele Ponder a été cancellée. Rien à voir avec son salaire, rien à voir avec la coupure que Disney est capable de supporter un salaire de 350 000, 400 000 $ pour quelqu'un du genre sans problème. C'est des milliards de business pour Disney, OK? Et non, elle a juste payé parce qu'on a trouvé plusieurs screenshots de tweets qu'elle fait sur X où elle participe à des discussions où elle défend les femmes, elle défend les gens qui trouvent que ça n'a pas de sens de voir que les hommes battent des femmes aux Olympiques pour gagner une médaille d'or. Donc, c'est juste ce qu'elle a fait. Et ils le diront pas. Ils ne l'avoueront jamais parce qu'ils risquent d'avoir une poursuite, ils risquent de se faire ramasser en cours, ça risque de leur coûter des millions de dollars. Ils ne le diront jamais. Mais la vraie raison, c'est une autre qui fait que défendre des valeurs plus traditionnelles. Une femme est une femme, un homme est un homme. Et maintenant, de défendre ça, vous êtes un paria et c'est vous qu'on élimine. Les marginaux, pendant ce temps-là, ceux qui sont pour que les femmes soient battues par des hommes aux Olympiques, une gang de malades dans la tête, ces gens-là, maintenant, sont mis sur les podiums. Ces gens-là sont mis sur des piédestals. C'est eux, maintenant, qu'on garde dans les médias. Et les gens qui ont une vision plus traditionnelle et plus normale de ce que devrait être la société, eh bien, ces gens-là sont carrément flushés. Wow, 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 wow. On a déjà fini, on a d'autres podcasts à venir. Sur le live, une tonne de choses à raconter. On a, entre autres, les Dodu News avec notre chum Dodu qui fait un retour pour la saison. On a également Alex, le geek pirate, qui va être avec nous autres. On va parler de plein d'affaires du AI, de plein de choses également. Et on a Pat Bissonnette, le frère de Bob, qui vient nous raconter la tournée qui s'en vient avec notre chum Brun, qui va nous raconter tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec les spectacles dédiés à Bob Bissonnette à quelques endroits au Québec. Tous les détails dans les autres podcasts qui s'en viennent dans les prochaines minutes. Ici même sur Radio Pirate Live et également sur Radio Pirate Prime. Nous sommes des pirates. 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 Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Tiens, toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Il est dans le jus, beau petit pit. Il est dans le jus. C'est les Dodu News avec Dodd. Dodd. Est-ce que toi, ta saison de hockey, c'est à l'année? Oui, Ok. à l'année. Donc, ça veut dire que j'étais pas là. C'est le fun, hein? Ça a bien été, tant mieux. Donc, ils sont pas. Il y a même un bon joueur manquant. Ça veut dire que vous aviez un bon club, vous aviez un bon core. Est-ce que dans j'imagine, gars de hockey, habituellement, je suis un peu le mood, là.
Mais je comprends que c'est pas représentatif de la société, une chambre de hockey. Là. C'est habituellement un peu plus comme les pirates, un peu plus comme nous autres. Une chambre de hockey, c'est le même. Okay? Chambre de hockey en Floride aussi. En plus, en Floride, ouais. Donc, mais est-ce que est-ce que tu le sens, soit avec tes clients, là, je ne sais pas. Est-ce que tu le sens? Ce qu'on nous raconte, là, on le voit aussi, on le voit par les rassemblements. Moi, je ne peux pas dire que je ne le vois pas sur les réseaux sociaux. Je le vois sur les réseaux sociaux qu'il y a il y a une vague pro Kamala. Mais est-ce que tu la sens sur place? Parce que la Floride, de ce que j'ai pu voir mercredi matin, d'après le Sun Sentinel, Trump mène toujours en Floride, mais seulement par 3. C'est sa plus petite avance depuis un maudit bout. Donc, est-ce qu'on le sent, ça, ou tu ne sens pas ça, pas tout? Non, zéro. La Floride n'est pas en jeu, Jeff. Je pense que si je me rappelle bien, l'écart présentement entre la quantité de républicains enregistrés et démocrates est surpassé 1 million. Dans les 5 dernières années, on est passé d'un gap qui était peut-être d'une couple de 100 000 à 1 million. Donc, présentement, il y a 1 million de républicains de plus enregistrés que de démocrates. Puis tu as tous les voteurs un peu plus indépendants, mais non, moi, je le sens pas du tout. Puis même là, je suis très... tu m'amènes là-dessus, je suis très, très... en anglais, on dit doubtful. Là, je suis très... comment on dit ça en français? Dubitatif, ça se dit-tu? Ou c'est pas le mot? Oui, ça se dit, ça. Oui, c'est bon. C'est ça, dubitatif. Je doute beaucoup de ce qu'on nous raconte. Hein? Beaucoup. Ah oui? Oui. Parce que, écoute, Jeff, moi, je ne sais pas si vous suivez ce gars-là sur les réseaux sociaux. Là. C'est un gars qui s'appelle Mark Mitchell. Parce que Rasmussen, eux autres, ils font des sondages quasiment à chaque jour. Là. À chaque jour, il y a un sondage national pour le vote présidentiel. Puis, tu sais, lui, il donnait l'exemple, ce qu'il appelle les sondages RCP, là, qui sont comme autorisés ou comme approuvés, un peu, si tu veux, les sondages sérieux. Là. Lui, il racontait il y a quelques jours, il dit, c'est drôle, il dit, depuis quelques semaines, il dit, des sondages, les grands sondeux nationaux, là, depuis 2 semaines, ils n'en ont pas sorti beaucoup. Là. Est-ce que la vague s'essouffle? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de redémontrer un peu ce qu'ils veulent montrer? Parce que là, clairement, tu viens d'expliquer, ils l'ont monté, le narratif. Harris est en montée, elle mène dans les États, elle mène en Pennsylvanie, elle mène au Michigan. Puis le gars donnait certains exemples. Entre autres, lui disait que le 12 juillet, Jeff, dans les RCP, Trump était à +3, Rasmussen était à +3. OK? Donc ça, c'est toutes les RCP, c'est toute l'espèce de collection des sondeurs nationaux. Puis lui, il comparait ça avec ce que les autres ils font. Un mois plus tard, le 12 août, RCP, eux autres, il y avait +0.4 pour Harris. Rasmussen avait Trump +5. Ils n'ont rien changé. Là. Il dit pourquoi que soudainement, moi, là, eux autres sont à ça. Je ne veux pas tomber dans... D'abord, les sondages, ça m'a toujours énervé. Donc, je ne changerai pas. Quand ça lead, je ne m'excite pas. Puis, quand je suis dans la marde, je ne commence pas à dire que les sondages... Moi, c'est en tout temps, les sondages... Pour moi, les sondages, j'aime pas ça. C'est de la merde. Puis, mais tu sais, dans ce que je te disais tantôt, c'est plus... Je voyais la couverture, comme tu disais, le narratif qui est tout organisé alentour de Harris. Je regarde les rassemblements. Je ne sais pas si tout est arrangé avec le gars des vues. Je ne sais pas comment. Mais tu sais, mettons qu'on prend la même campagne et on essaie de repartir Biden. Il n'y a pas un chat dans la place. Il n'y a pas d'excitation. Il y a une excitation alentour d'elle qu'ils ont réussi à créer à partir de rien, mais qu'ils ont réussi à créer. Mais les sondages, là, souvent, une des raisons, parce qu'on ne sait pas comment les sondages sont faits. Et il y en a, par contre, qui sont assez ouverts pour nous donner la composition de l'échantillonnage. OK? Donc, c'est quoi la composition de l'échantillonnage? C'est les électeurs enregistrés pour tel parti et les électeurs indépendants. Dans les dernières semaines, la proportion d'électeurs républicains dans les sondages nationaux sont 1 ou 2 points plus gros qu'à l'habitude. Donc, c'est sûr que ça twist. Mais les autres, ils disent, non, mais c'est parce qu'on a plus de facilité dans notre échantillonnage parce qu'il y a comme eu un switch. Non, mais la vérité, c'est que probablement qu'ils sont en train de tweaker leur... ça fait 1 semaine que je ne veux pas avoir l'air de... Je suis en train de tout briser. Ça fait 1 semaine que je ne veux pas avoir l'air d'un gars qui voit du complot. Mais... Avec de mettre ton casque de fouille?
C'est pour ça que je déteste les astis de sondage, c'est que derrière les méthodologies de sondage, il y a un moyen qui est assez facile de changer le mood d'une campagne électorale. Que ce soit dans un bled perdu comme le Québec, que ce soit dans un grand pays comme les États-Unis d'Amérique, les sondages, ça peut être une affaire vraiment, vraiment, vraiment. Un peu comme tous les systèmes de votation bizarres qu'il peut y avoir à travers certains États, là. C'est les sondages, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent avec les crises de sondage. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée, ils ne suivent pas, ils ne savent pas trop où ils s'en vont, mais les autres, ils ont toujours en tête de voter pour la vague du moment. Donc, si la vague du moment est créée par le narratif et par des sondages positifs qui sont pognassés par en arrière, bien, Chris, tu es en train d'intervenir dans une élection démocratique. Puis ça, dans ce temps-là, quand je pense à des affaires de même, bien là, j'aille me coucher parce que je perds confiance en tout ce qu'il y a autour de moi. Mais c'est un peu ce que je vois. Oui, puis, mais tu sais, sans dire, Jeff, qu'il faut on vire full casse de feuille, c'est juste une question de douter de ce qu'on te donne. Ça ne veut pas dire que tu as une idée prédéfinie ou que tu as une idée vraiment claire de dire, hey, c'était l'affaire. Tu sais, je veux dire, il y a eu une élection hier, une primaire au Minnesota, là, avec la folle Yann Omar, là, qui est dans la même équipe. Comment il appelle Trump les appelait The Squad, là, avec AOC et toute la gang. Là. Puis, tu sais, il y a y a-tu quelque chose à prouver là? Je sais pas, mais je sais qu'effectivement, ils sont passés de 5% de reporting à 95%. Le district dans lequel elle se faisait élire. Fait que là, après ça, tu parles de ça, as-tu l'air d'un complotiste? J'aurais l'air d'un conspirationniste. As-tu gagné, là? As-tu gagné? Elle a gagné, oui, elle a gagné. Mais c'est arrivé d'une façon... Tu sais, c'est comme le graphique des élections en Georgie. Ah oui, mais il n'y a eu pas de preuves. OK, parfait, il n'y a pas de preuves. Quoi qu'il y a eu des dossiers quand même où ils sont tous en train de changer dans beaucoup d'États les façons de faire parce que justement, il ne s'est rien passé, mais on va changer tout ça. Tu sais, puis le graphique de la Georgie à 11h le soir qui passe vertical. Fait que tu sais, as-tu le droit de poser des questions sans dire que tu as une idée définie puis de dire, hey, ça, c'est bizarre. Tu sais, c'est ça qui fait le succès de Joe Rogan, Jeff, là. Joe Rogan, c'est pas un casse de feuille. C'est juste qu'il y a beaucoup d'affaires qui disent ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Puis il est très... C'est pas négatif de dire ça, là. Mais ce gars-là que je parlais, si vous voulez aller le suivre, Mark Mitchell de Rasmussen Reports, très, très, très bon gars à suivre sur Twitter. Puis c'est un peu dans la même veine de ce qu'on se disait là. C'est un gars qui regarde un petit peu tous les sondages nationaux en plus des siens, évidemment. Non, allez le suivre. Entre autres, là, il parle justement des sondages nationaux qu'il n'a pas eu beaucoup. Puis il explique un petit peu ce que tu viens de dire aussi, Jeff. Tu sais, combien qui sondent de démocrates, combien qui sondent de républicains, combien qui sondent d'indépendants. Est-ce qu'ils sont des likely voters? Est-ce qu'ils sondent les voteurs enregistrés ou ceux qui sont likely, donc qui sont vraiment, qui vont voter, que les chances sont bonnes qu'ils vont voter? Parce que, tu sais, il y a eu plein d'affaires dans les derniers jours, entre autres sur... les 16-29, Trump avec son space sur Twitter avec Musk, ça a été beaucoup des jeunes. Ce qui a été allé chercher des jeunes avec ça, potentiellement. Parce que, tu sais, je pense, puis je l'ai ici, regarde, Trump est plus 28 avec les 18-29 ans et plus 29 avec les Noirs versus 2020 dans l'État de la Pennsylvanie, là, selon les différents sondages et tout, là. C'est un méchant gros gap, là. Fait qu'on va voir ce qui va se passer, mais tu sais, moi, Jeff, je veux dire, on a le droit de poser des questions encore, là. C'est pas vrai que... ah ouais, mais là... Non, je veux dire, il y a plein d'États présentement qui sont en train de changer les façons de faire pour le vote. C'est pas raciste de demander un ID, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir une tête sur ses épaules. Est-ce que tu sais que Kamala Harris fait partie, comme tous les démocrates qu'on connaît, de ceux qui ne veulent pas que les élections se passent avec une carte d'identité pour que certains immigrants votent, mais que quand vous voulez rentrer dans un rassemblement de Kamala Harris en ce moment, ça prend une carte. Ça prend une carte d'identité. Ah, c'est sûr. Mais non, mais ça, c'est la grande hypocrisie de la patente, là. Mais je trouve ça très drôle. Ça m'énerve en tabarnak. C'est drôle parce que je suis sûr, Jeff, d'après moi, cette stratégie-là, peut-être pas là, cette année, c'est dans 3 mois, là, mais sur le long terme, d'après moi, ça va backfire, leur espèce de stratégie d'essayer d'amener du monde illégaux. C'est du monde du monde là-dedans il sort du communisme, là. Moi, c'est drôle, je me suis trouvé des nouveaux locataires, là. C'est un couple de Cubains, là. Eux autres, ils voteront pas démocrates avant un calife de bout, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as du monde qui sort. Je voyais une vidéo sur Instagram, le gars, à Cuba, la tendance, c'est de faire des sandwichs au café, là.
Oh! Le gars se prend un petit morceau, un genre de petit, tu sais, là, les petites miches de pain pomme là, qu'il y a dans les soupers spaghetti. Là. Oui. Il enlève le chapeau, là, ouvre ça de même en deux, prend son petit cup de cafecito, drop ça dans le pain de même, referme le pain, puis il mange ça. Il dit « Oh, pancito con café ». Ouais, ça manque un peu de, protéines. Ouais, c'est ça. C'est pas dans le guide alimentaire, je pense. Non, ça. non, que, non, ouais. non, c'est pas yaourt. Mais sérieux, Jeff, là, si on prend un pas de recul, on est dans une simulation. Là. Si vous avez besoin de plus de preuves qu'on vit dans une simulation, je ne sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, simulation? Jeff, toutes les histoires qui arrivent, là, je veux dire, tentative d'assassinat, ça éclipse l'oreille. Là, l'autre, il change. Biden est sénile. T'es obligé... Il arrive, tu sais, je comprends, là, une campagne électorale, généralement, ça va amener son lot de rebondissements. Mais je m'excuse, là, ça n'a pas de sens, là. Cette année, c'est complètement malade. Si tu me le demandes, là, on est dans le prime, on est rendu dans le prime. Là. Si tu me le demandes, là, oui. moi, l'histoire du coup, on l'a compris, le coup, là, qu'est-ce qui est arrivé, il l'a expliqué un peu. Là. Donc, l'histoire est venue c'est Obama qui a collé la shot. OK? Obama, il a dit, t'es fini. T'es fini, c'est Kamala qui va prendre la place, tu te tasses, etc., etc. Donc, puis là-dedans, c'est lui qui a parlé peut-être pas à Biden lui-même, à sa femme ou à son gars, je ne sais pas, là, mais c'est lui qui a orchestré la patente. Avec lui, il y avait Pelosi, il était 2-3 là, qu'on connaît. Là, donc, tu sais, c'est un coup qui a été fait. Mais moi, si tu me le demandes, je pense que à partir même de la tentative d'assassination, toute cette pièce-là a été écrite. Là. Moi, je ne vois pas ces événements-là comme étant des événements qui ne sont pas reliés. Le jeune homme à qui on nous a fait croire que c'était un électeur enregistré républicain alors qu'il est jeune comme tout, là. Ouais, et que il a tout donné aux démocrates aussi. Il donne aux démocrates, à des organisations douteuses. Ses parents sont full démocrates. Ses parents, tu les croises, tu leur demandes, votre gars, ils ont quasiment l'air à avoir de la pitié parce qu'il a été tué, il n'a pas manqué. Le gars de BlackRock, il y a quelques années. C'est capoté toutes les histoires. Oui. C'est une simulation, Jeff. Oui, c'est ça qui est weird. Et ça me fait capoter de penser à des affaires de même. Ça me fait capoter. C'est sûr. Puis tu sais, même les histoires, tu sais, il y a tellement de trucs louches avec toute l'histoire de la tentative d'assassinat, mais tu sais, oui, mais ben non, il n'y a pas d'histoire de CIA, de FBI. Non, je comprends qu'ils n'ont pas besoin de s'organiser, ils ont juste besoin de lever la tête, là. Ben oui, quand tu penses à ça, là. Tu sais, le gars, tu sais, en tout cas, mais à toutes les fois, moi, j'essaye de garder, comment je dirais, un œil extérieur. Je suis pas un très gros... partisan émotif ou gros joueur dans la joute politique. Là. 1, parce que je ne peux pas voter. Puis 2, parce que ici, honnêtement, ce qui se passe au fédéral, ça va t'affecter un peu, là, mais ça se passe beaucoup dans les États. Mais tu regardes ça un peu de loin, puis c'est complètement débile. Qu'est-ce qui se passe? Le lot de rebondissement, mais c'est sûr que c'était tout prévu, Jeff. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a deux affaires. Les deux points importants des démocrates pour garder le pouvoir, absolument. Bon, oui, il y a complètement démolir la société dans laquelle pour l'amener où ils veulent, avec tout le wokisme et toutes les foleries puis toutes les affaires. Oui, mais il y a deux patentes. D'abord, s'assurer le pouvoir pour l'éternité. Le pouvoir pour l'éternité, pour les démocrates, il passe par une chose. Entrée de 20, 30, 40, 50 millions d'illégaux. OK? Ça veut dire que pour les 75 prochaines années, il n'y aura plus jamais un républicain qui va être élu. Ça va être toujours un président. Puis pas même que la Chambre et le Sénat vont être toujours démocrates si jamais ils réussissent à faire. C'est ce que Trump pense, qu'eux autres, leur but, c'est 50 millions d'immigrants pendant les 4 premières années de Harris. Et l'autre affaire, ce qui est le nerf de la guerre, c'est trop que je pense ce mot-là, là. Derrière cette élection-là, encore une fois, c'est une question d'économie. C'est une question de dollar. Donc, le dollar n'est pas supporté par l'or. Le dollar est supporté par l'industrie de la guerre, par l'armement, par l'armée. C'est l'instauration d'une guerre qui va dégénérer. Si l'Iran attaque cette semaine, puis que ça dégénère, donc d'ailleurs,
les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient avec, je ne me rappelle pas qui est le constructeur, je pense que c'est McDonnell Douglas, qui est une autre compagnie maintenant, mais le F-15, il y a des F-15 qui ont été vendus. Lockheed Martin, probablement. Oui, peut-être Lockheed Martin, effectivement. Des F-15 qui ont été vendus à Israël. Donc, ils en ont commandé, je pense, une trentaine. C'est une grosse partie de l'économie. Trump ne veut rien savoir de ça. Non. La gaffe de Trump pour qu'ils veulent. La raison pourquoi l'industrie des armes, l'industrie de la guerre veut éliminer Trump, c'est pas parce qu'il ne pense pas comme lui sur d'autres points, là, mais il y a bien des affaires qu'il aime. Mais ils savent que le gars, il n'y a rien à crisser de la guerre. Puis qu'il va aller dealer à paix avec ces hosties de pays-là, puis qu'ils vont se ramasser avec une industrie qui ne se fait rien acheter pendant 15 ans. C'est ça. Donc, exact. Le gros de l'histoire, c'est lui, là. Puis personne ne peut dire ça. Personne. Ouais, parce puis, que... le monde qui dit qu'il va à la présidence pour ses propres intérêts, là, lui, il en a déjà des milliards dans son compte de banque. Il est déjà milliardaire. Mais pas vrai, ça. Lui, il n'a pas besoin. S'il y a de quoi, c'est toutes les calvasses d'autres politicos qui ont besoin. Hey, Nancy Pelosi, là, greatest trader of all time. Là. Ouais. C'est un salaire de 250 000 pendant je ne sais pas combien d'années, que ça vaut genre 60 millions. Exact. Arrêtez, là. C'était tout ce monde-là qui ont intérêt à ce que ça continue. Mais je te rejoins, Jeff, sur le point, puis je pense que ça, regarde, je n'ai jamais gagné d'élection présidentielle avant. Moi, j'étais un kidam, là. Mais il ne faut pas qu'il dévie du discours de border, la guerre, puis l'économie. Si tu as juste besoin de parler, laisse faire les autres histoires de l'autre. Puis là, je comprends, il y a une game politique, puis c'est pour ça que moi, je le suis de moins en moins, parce que là, ouais, t'as un tel... Tu sais, moi, quelqu'un qui discarte Trump parce qu'il dit qu'il est menteur, je trouve ça hilarant. Là. Je veux dire, c'est des politiciens. C'est du monde qui se font scruter à la loupe, puis par défaut, c'est quasiment un de leurs... C'est pas un bug, c'est un feature pour toutes les Christy de politicos, que c'est tous des menteurs. Tu sais, fait qu'arrêter de disqualifier quelqu'un pour ça, parler de c'est quoi les politiques publiques de cette personne-là, dans quelle direction la personne veut s'en aller. Si elle est, à votre avis, dans la bonne direction, même s'il y a un petit détail qui accroche, c'est pas grave. C'est ça qui compte, puis c'est une élection entre deux. Là. Je veux dire, RFK, il y a bien du monde qui l'aime, puis il va probablement ramasser un très, très bon score aux élections, là. Mais il ne sera pas élu. Là. Fait que je veux dire, mais Harris allait chercher beaucoup dans sa gang. Dans son augmentation de support, mais Harris, Jeff, il va falloir qu'elle explique son programme à un moment donné. Puis d'après moi, le monde qui dit qu'il la trouve bien sympathique vont switcher de bord. Là. Ouais. Toi, t'as confiance au monde, là. Parce que le monde est tonton, tabarnak. C'est même pas... Ouais, mais tu sais, c'est pas beaucoup de voteurs dans pas beaucoup d'États quand tu penses à ça. Là. Trump n'a pas besoin de gagner le vote populaire. Là. Moi, je pense que Trump... Je l'ai dit cette semaine, je pense que Trump, là, oui, encore une couple de rassemblements de temps en temps, c'est toujours bon, il y a plein de monde, on peut répondre aux autres aussi, ça fait des belles images. Là. Mais Trump est tellement bon quand il va voir le monde ordinaire dans des joints, aller se promener, mettons, dans un stade de baseball, le stade de football collégial qui vont commencer dans quelques semaines, puis qu'il va aller se promener, puis aller chercher un hot dog, puis une liqueur, puis son coke diète, puis il va donner une claque sur l'épaule au gars. Oh, il est bon. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Parce que elle n'a pas ça. T'sais, tout le monde pense que oui, ça fait du bien, une belle image. Ça n'a pas d'image. Elle est plate à mourir, tabarnak, elle a failli écrire. Et quand elle est avec du monde, elle n'est pas capable de parler, elle a l'air fake un peu. Elle a l'air un peu de du temps aussi. Là. Ça, on peut-être pas en parler beaucoup, mais d'après moi, il se boit beaucoup de vin là, dans sa campagne. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Là. Ah ouais? Mais il y a l'autre affaire que je veux vous parler. Ben, je veux vous parler. Je voulais pas vous en parler, mais je vais vous en parler. Les rouges à lèvres puis les grands jambes. Sacrément. Non, t'as peu, là. Ça n'a même pas commencé, Jerry. Non, attends une minute, là. Non. Elle, là, elle s'est pas ouvert la trappe encore. Puis elle va le faire. Je te dis, elle va le faire. Elle s'en retient présentement. On dirait qu'il y a un timing. On dirait qu'il cherche le bon moment. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Taylor Swift. OK. Tu es en train de nous dire que Taylor, un moment donné, elle va donner un... Elle va donner son appui publiquement à Kamala Harris. Ce qu'elle n'a pas fait encore. Elle l'a fait en hypocrite, là? Oui, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est pas vrai. C'était pas elle, là, sa photo. C'était une histoire de... Je pense pas, là. En tout cas, je l'ai vu le post, là, mais... Écoute, si elle est capable de faire pousser les cheveux à Kelsey, elle est capable de faire... Kelsey est arrivé avec des cheveux longs, là.
Simon, c'est quoi ton histoire de cheveux, là? C'est quoi qui t'arrive? T'avais toujours eu oui, mais toujours les cheveux coupés, avec son... À se couper les cheveux lui-même avec son... t'as ça, mais de l'autre bord, t'as Morgan Wallen qui fait un show à Kansas City. Puis, lui, il fait tout le temps une entrée en dessous du stade, là. Puis là, qui c'est qui est là avec lui? Premièrement, il y a un chandail de qui? Un chandail de Harrison Butker. Puis les 3 gars qui l'amènent sur le stage ensemble, c'est Mahomes, Kelsey, puis Chris Jones, le defensive line. Oui. Fait que, tu sais, je sais pas. J'ai l'impression, Jerry, d'après moi... Non, mais moi, ça, c'est des gars... Il manquait juste le botteur. Ils vont peut-être rester en dehors. Il manquait le botteur. Il manquait le kicker. Ouais, mais il y avait un gilet du kicker. OK, il y avait un gilet du kicker. Wallen, il y avait un gilet du kicker. Ben, en tout cas, je sais pas s'il était écrit Butker dans le dos, mais il y avait son numéro, là. Lies. Ben oui, il chantait Broadway. C'est tout le temps Broadway Girls avant qu'il rembarque sur le stage. Ouais. Tout le temps, je l'aime bien, cette tune-là. Mais, je veux dire, c'est... Fait que je pense mais les stars du country sont toutes... Les stars du country sont toutes pro-Trump. Ils ont toutes peur de le dire. Ben, t'as eu une méchante vague après la tentative d'assassinat, là. Moi, je comprends ce que tu dis, Jeff, mais j'ai eu l'impression que plus de personnes que jamais se sont lancées publiquement après ça. Puis même avant ça, t'en avais... Hey, Bill Ackman, là, c'est pas un Trumpiste, là. C'est vraiment pas un Trumpiste. Là. Ouais, mais lui, ça avait commencé avant. Ça a commencé avec l'histoire d'Harvard. C'est ça, mais t'as eu lui. Là, après ça, t'as eu les gars du fameux podcast qu'on avait parlé, le pas Mark Masters, comment il s'appelle, lui, le gars de Silicon Valley, là, qui est All In Podcast, je pense que ça s'appelle, qui avait fait l'entrevue avec Trump. Tous ces gars-là. Excellent podcast avec Trump. D'ailleurs, vous pouvez le réécouter. Les gens qui veulent comparer entre... Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas fait de podcast, ça n'en fera pas, là. Mais je veux dire, si vous voulez comparer le contenu, puis... Tu sais, je sais que cette semaine, des fois, on avait l'impression que c'était plus Musk qui se présentait comme président que Trump. Trump était au bout du téléphone, puis des fois, l'autre parlait, puis il parle tellement lentement, puis c'est tellement un peu dur à suivre. Mais ce podcast-là est encore meilleur. Moi, en tout cas, entre ce qui est arrivé avec Musk cette semaine, j'ai aimé bien gros avec Musk, mais ce podcast-là avec les gars, il était écœurant. Puis effectivement, c'était pas des pro-Trump. C'est le gars que je cherchais, Jeff. David Sachs. Lui, il est all-in aussi là-dessus. Musk s'est sorti. Moi, je vois beaucoup de monde qui, il y a 8 ans, justement, restait dans le placard. Puis là, non, c'est parce que c'est la meilleure façon. Qui c'est que j'ai vu dernièrement aussi? Il a fait un long post. Faudrait que je le retrouve. Un long post sur pourquoi que c'est lui le meilleur choix. Puis c'est du monde qui sont orientés politiques. Tu sais, t'as des Mark Cuban de ce monde qui, lui, mais je voulais te poser la question. Moi, Mark Cuban, c'est pas mon préféré dans Shark Tank. OK? Moi, je suis Mr. Wonderful depuis toujours. J'ai une coupe de... Mais tu sais, Cuban, j'ai toujours aimé pareil. Puis je dis pas que je l'aime pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, mais tabarnak, il est donc bien weird. Mais Cuban, c'est parce qu'il est un peu émotif, Jeff. Parce que j'ai écouté, Cuban est allé avec Vivek sur son podcast avec Vivek il y a dernièrement, puis j'ai écouté l'entrevue, puis j'ai dit Cuban, moi non plus, je l'écoutais dans Shark Tank, je trouvais que c'est un gars allumé, puis c'est un capitaliste, là, c'est pas un gars qui veut le communisme, là. Mais là, il est parti sur son histoire de DEI, puis diversité, inclusion, Puis là, ils ont comme fait un débat pour aller s'expliquer là-dessus, mais tu vois que le gars, il est complètement... Je veux dire, je pense qu'il votera probablement pas dans cette section-là. Par contre, c'est la différence. Lui, il se dit, en tout cas, indépendant. Il n'est pas enregistré d'un parti ou l'autre. Mais il est tellement émotif qu'il n'est pas capable de dire, bon, ben regarde, je vais prendre les politiques, puis on va s'en aller par là. Tu as beaucoup de monde que c'est à cause de ça. Puis aussi, là, à un moment donné, tu as les causes qui s'additionnent. Mais ça devient comme personnel. C'est plus basé sur le rationnel, sur les idées, sur les plans. C'est « je l'aime pas ». Pour telle ou telle raison, that's it. Ouais, mais Chris, au bout de la ligne, là, c'est pas un concours d'aimer ou pas aimer. C'est qui va aider le pays à être meilleur. C'est parce que tu as 2 choix, Jeff. Moi, si j'aimerais ça, mon politicien parfait, c'est pas Donald Trump. Là. C'est pas aucun politicien que j'ai jamais vu, mon politicien parfait. Mais mon politicien parfait, il se présentera jamais en politique. Non. Êtes-vous fou? Si j'attends ça, je vais mourir avec mes bulletins de vote dans ma tombe. Là. Oui, je veux dire, à un moment donné, c'est de la politique, les amis. Là. C'est ça qu'ils font dans la vie, faire ça. Es-tu capable de distinguer? Es-tu capable de douter un peu ce qu'on t'envoie? Es-tu capable de creuser un peu? Ah ouais, mais lui, il était là-bas. OK, ben non.
Je veux dire, ça, c'est des politiciens. Si tu bases ton avis là-dessus, ben vote pas. Alors, si tu me dis que tu votes pas, au moins tu es conséquent parce que tu te dis, ben non, mais moi, je vote pas pour un menteur. Bon, ben parfait. Toi, tu votes jamais. C'est pas compliqué. Ça veut dire rendu là. Tu sais, moi, tu le sais, des menteurs, j'aime pas trop ça. Là. Menteur, grosseur, voleur, je suis pas capable. Mais je veux dire, à un moment donné, si j'avais à voter, il faut que tu votes pour les politiques, la direction. Il faut que tu mettes ça de côté. Là, Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Donc, aujourd'hui, vendredi, on a du stock. On a aussi un Jeff Jukebox. Et mon ami Alex, quel âge, toi, Alex? Moi, quel âge que j'ai? Moi, j'ai 42 cette année, enfin 41, là. OK. Donc, on a 15 ans, 16 ans de différence. Oui. Mais tu connais... Toi, tu nous en as parlé un peu l'autre fois. Tu es un gars, à la base, un gars de métal. Oui. Tu me dis un peu style Korn, ces patentes-là, quand tu étais jeune? Oui, plus fin 90. Sinon, j'ai toujours baigné dans le rock, pop rock, ces choses-là. Mon père est un gros fan des Beatles. Il était dans des bandes de garage puis tout. Donc, j'ai toujours baigné dans le rock, Rush. J'avais un vieux TAC, là, genre à bobine avec du Deep Purple Live in Japan. Donc, tu sais, j'ai comme... Hey, Live in Japan, est-ce que c'est Yann Patente-Chose qui chante ou c'est David Coverdale? Je suis pas assez calé pour te dire. Okay. Moi, je l'avais juste trouvé dans le fond d'un tiroir, genre une vieille machine avec des bobines. J'ai écouté les bobines, puis c'était ça. Si vous faites le tour des albums live, tu sais, des fois, il y a des tunes que tu dis, est-ce que j'aime mieux la version live que la version studio? Mettons, on prend un exemple. I Want You to Want Me de Cheap Trick. Oui. Le succès, c'est la version live. Oui. OK? Beaucoup, oui. Et le gros album de Peter Frampton n'a pas été un succès, sauf l'album live. Mm-hmm. Do You Feel Like We Do avec la guitare. C'est l'album live qui a levé. Pas Donc ça, c'est assez rare. Hotel California aussi. Hotel California, oui, avec la guitare de Don Felder. Mm-hmm. Puis, une autre affaire que je pense, tu peux voir. Maybe I'm Amazed. Maybe I'm Amazed de Paul McCartney est meilleur live qu'en studio. Ouais. C'est une très bonne version studio, mais il y a des tunes de même. Et moi, je suis un vieux fan de Deep Purple, c'est pour ça que tu en parles. Je suis un vieux fan de Deep Purple, puis j'ai les albums de Deep Purple. Mais j'ai trouvé que... Parce que là, j'ai un blanc, parce que j'ai tellement écouté l'album live. C'était un album double, hein, je pense. Ça se peut, ouais, à ce moment-là, je sais que c'est dur à imaginer, là, double vinyle. Mais Child in Time, puis il y a une autre tune, mais sur Live in Japan, la tune est meilleure. Puis c'est drôle parce que habituellement, tu vas aimer une tune plus live ou en studio, dépendamment de laquelle que tu as écouté en premier. Ouais. Et moi, j'ai écouté les albums studio et quand j'ai entendu Deep Purple Live in Japan, pour moi, les versions qu'il y avait live étaient meilleures que ce qu'il y avait sur l'album original. Ouais. C'est pas bien là, ça. Non. Ça va dépendre aussi du style de musique. T'sais. Mettons, du Van Halen live, il va toujours expérimenter un peu. Ça va être sa coche. Tandis que, mettons, du Metallica, tu vas voir que live, ils vont se tromper un peu, ils vont sortir un peu des beats. Ça ne sera pas aussi bon que le studio, l'album studio, parce qu'ils sont vraiment sa coche, puis chaque note est vraiment pensée. Fait il y a aussi cet aspect-là qui fait un petit peu une différence. Effectivement. Puis, veux pas, il y a de la musique. Il y a des enregistrements qui ont été faits un peu plus live que plus le temps a avancé, plus les bebelles studios sont arrivés. Ouais. Et plus c'était difficile de reproduire ce qu'il faisait en studio. Tandis que dans ces années-là, les années 70, début des années 80, c'était carrément live. Il y avait de l'overdub un peu, il y avait la voix qui était épais à la fin par-dessus, mais that's it. C'était vraiment assez basic. Donc, fin des années 70, début des années 80, il n'y avait pas de multitrack tant que ça. Les multitracks sont arrivés dans 82, 83, 84. C'est là où on les a mariés. Mettons, il y avait des 24 tracks, on les mariait les deux ensemble, puis là, ils perdaient 2 tracks de chaque bord, ou peut-être mettre 4. Et ça donnait quasiment 40 tracks pour mettre beaucoup de stock. Donc là, ça commençait à évoluer. Là, aujourd'hui, avec les outils qu'il y a, entre autres, sur tout ce que Apple fait, c'est quoi? C'est logique. C'est quoi? C'est du 1000. T'en veux-tu 1000 tracks? Tu vas avoir 1000 tracks. Oui. Aujourd'hui, avec les nouveaux processeurs M3, tu peux avoir facilement plus que 1048 tracks audio. Mais tu es un gars de musique, malgré ton âge, tu es un gars qui connaît beaucoup la musique plus vieille. Oui, c'est là-dedans que j'ai baigné beaucoup. Tu sais, quand je me suis mis à aimer la musique par moi-même,
Mais j'avais mon père qui avait comme beaucoup d'albums, mais c'est tout du rock classique et tout, donc je suis tombé là-dedans en premier. Ouais, c'est ça. Puis à force d'en écouter... Ton père à quel âge? Comment? Ton père à quel âge? Mon père, il a 71. OK. Donc 71, ça veut dire que il est né en 52. 52. Ouais. OK, donc lui, quand le gros de Zeppelin, il avait 20 ans, là. Oui, okay. À l'université. Là, donc lui, il l'a expérimenté pour vrai. Là. Ouais. OK, wow. Donc là, tu avais toute cette série de vinyles-là. C'est ça. Les vinyles, je n'avais pas trop d'y toucher quand j'étais encore jeune, mais il y avait quand même beaucoup de cassettes. Ouais. Puis après, il y avait beaucoup de CD. Puis là, j'ai comme tout piqué ces CD. Moi, je barrais ma chambre parce que j'avais des sœurs jeunes et ils faisaient beaucoup de marde. Ouais. Puis je barrais ma chambre avec une corde. J'avais un système parce que j'avais pas de poignée en tant que tel parce qu'ils ne voulaient pas que je barre mais j'avais une manière de barrer avec une corde pour être sûr que jamais ils rentrent. Mais là, à un moment donné, la corde était comme mal installée puis une qui manquait se pendre. Donc, j'ai enlevé, j'ai repensé à mon affaire pour... À un moment donné, t'as enfermé tes sœurs dans la chambre. Puis t'as sorti... Oui, mais ça, c'est une autre chambre. C'est une de leurs chambres. C'était une autre chambre, c'est ça? Oui. Ça, c'est quand j'ai gardé. C'était pour qu'ils soient safe. Ben oui. Pour qu'ils soient sécures. Bon été, mon ami Alex? Yes, bien occupé. Beaucoup de ceintures à faire, donc... Ouais, ça se passe, là. Avec, combien tu n'as à faire avec ce que tu as fait comme start-up, là? J'ai fait 54 commandes, puis j'avais au début 64 ceintures, mais là, il y a du monde qui en ont rajouté comme en add-on par après, fait qu'à peu près 67, je te dirais. OK. Wow. Comment ça prend de temps à faire une ceinture? À peu près 1 heure, fait que... OK. Ouais. Ça a été rough cet été, là. Es-tu allé en Australie les retours, non? T'es pas allé en Nouvelle-Zélande, Australie, non? Non, juste au printemps. Japon, Singapour? Non. J'ai eu un client à Singapour qui a acheté une ceinture, par contre. Il est en chemin vers chez eux, là. Ah oui? Oui. Es-tu un pirate? Je penserais pas. Non. Il m'a pas écrit, donc je sais pas, mais non, je penserais pas. Mais c'est-tu un gars de Singapour ou c'est un Québécois à Singapour? C'est un gars de Singapour. Il y a un nom local, puis c'est probablement parce qu'il m'a trouvé sur en cherchant des trucs sur Kickstarter, là, tu sais, c'est global. Donc, c'est pareil. Un à Singapour, un en Indonésie. C'est pas mal ça. Le reste, c'est vraiment Québec, Canada, États-Unis. Là, c'est 99% dans ce coin-là. OK, good. Donc, rappelle aux gens, là, pour l'instant, tu livres ceux qui ont mis de l'argent dans le Kickstarter. Oui, ben là, c'est pas mal fini. Il m'en reste juste 3 à faire. Donc, ça veut dire que là, si vous voulez faire des commandes, vous allez être traité juste après, dans les prochains jours. Donc, les gens vont où? Ils vont sur legacygoods.co. Puis, j'ai une bannière encore en haut avec le bouton acheter une Timeless Belt. Donc, je clique là-dessus. Puis là, les 4 couleurs sont là. Donc, let's go. Extraordinaire. Ouais. Bon, OK. Première question pour toi. Yes, sir. C'est quoi toute la merde avec Elon Musk et toutes les histoires de panique comme de quoi que il est en train de utiliser son média avec son algorithme pour contrôler la démocratie, contrôler ci, contrôler ça, son propre agenda. Lui, il dit, écoute, moi, j'ai un algorithme qui est open source. Là, la communauté qui est anti-Musk à cause de ses choix politiques. Ben non, on regarde, on est allé dans l'open source, il n'y a pas d'update depuis telle date, il y a des places qu'on ne peut pas aller, l'API n'est pas super, ne nous donne pas beaucoup de permissions, etc., etc. Parce que moi, comme utilisateur, je ne suis pas un gars de techno comme toi, mais comme utilisateur, malheureusement, dans mon fil de For You, OK, j'ai beaucoup de listes. Moi, sur X, j'utilise énormément. 90% du temps, ce sont des listes que j'utilise. Donc, c'est vraiment des choses que je veux voir. Mais quand j'ouvre l'application et que ça tombe par défaut sur For You, pour des raisons X, j'ai énormément de gens qui sont à l'opposé de mes idées. OK? Ouais. Donc, beaucoup d'anti-Poilievre, beaucoup de pro-Trudeau, beaucoup d'anti-Trump et énormément de pro-Harris. Donc, je ne sais pas qui me pousse ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi ça arrive, alors que je ne veux pas l'avoir pantoute. J'ai beaucoup de Mark Cuban. Je ne veux pas l'avoir, Mark Cuban. J'ai beaucoup de ce monde-là. Donc, j'essaie de comprendre de quoi il parle. Si moi, un gars conservateur de droite, je reçois du stock à tonnes dans mon feed, comme de quoi que c'est des patentes que je ne veux pas. Pourquoi eux, ils disent que cet algorithme-là, puis ce que propose X est comme pré-mâché, puis fait une job en faveur de Trump, puis en faveur des idées de Elon Musk? Ben, ça, c'est pas compliqué. Il y a 2 aspects. Premier aspect, Elon s'est engagé à fournir dans la For You un algorithme qui va être balancé. Il essaie, du mieux qu'il peut, de te fournir l'autre point de vue. Il peut voir tes conservateurs dans tes idées et tes valeurs, mais il va quand même
se forcer à te fournir l'autre côté de la médaille pour être une espèce de système balancé, si on veut. Tu vas avoir les deux points de vue. De la même façon, il fait ça aussi avec tous les gauchistes qui capotent, tous les liberals. Mais là, ils capotent parce que dans le temps, c'était pas comme ça. Dans le temps, pendant des années, ils ne voyaient que des trucs liberals. Puis toutes les affaires de conservatisme étaient soit bannies de la plateforme ou soit qui étaient carrément démonétisées ou ghostés ou réduits en impact. Fait que c'était une belle plateforme toute rose pour eux, là. Mais là, tout d'un coup, ils se font exposer à un point de vue différent. Puis ça leur fait bien mal. Parce que c'est un message qu'ils ne peuvent pas contrôler. OK, donc ça veut dire que la gauche ne veut pas de liberté d'expression balancée. Ce qu'ils veulent, c'est que les... Parce que là tu sais, je veux dire, broyer de même, là, c'est bien spécial, là, je veux dire, quand tu sais tous les médias qui sont pro-Harris et anti-Trump, il y a un déséquilibre terrible. Même avec X, il y a un déséquilibre qui est épouvantable. Et juste le fait qu'il y a un ou deux joueurs qui ne sont pas de la cavalerie gauche, même en passant, c'est même plus gauche, c'est quasiment radicalement à gauche. Juste ça les dérange. Donc, ce qui les dérange, c'est que ce soit plus balancé, parce qu'eux, ils voudraient que ce soit uniquement de gauche. C'est ça que tu expliques. Ils veulent un safe space. Ils veulent pas être exposés au point de vue des autres. La plupart des liberals qui sont vraiment intenses, ils acceptent même pas de parler à des gens qui sont un point de vue différent. C'est tout de suite les étiquettes, les insultes, les fingers, let's go, tu sais. Tu le vois, Charlie Kirk, c'est l'exemple parfait, là, il se pointe dans les je peux t'en parler. Puis il jase, tu sais, sinon n'importe qui d'autre, c'est toujours comme ça. Ils veulent juste même pas entendre un autre point de vue. Les autres, ils veulent un safe space où tout le monde leur tape dans le dos, qui sont donc bien beaux, qui sont donc bien fins, puis ils ont tellement les meilleures idées du monde. OK, je vais poser la question. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce que, d'abord, premièrement, eux autres, quand ils ont vu que Musk a acheté, là, ils sont en train de vouloir canceller Musk. Ils veulent essayer de briser tout ce qu'il a bâti, même avant X. Mais est-ce que, tu sais, des fois, je dis ça pour l'immigration. Moi, je ne suis pas anti-immigration économique, 0 de ça. Mais je dis peut-être qu'il y a des gens, par leurs coutumes, par leur religion, par leurs valeurs, par leur manière de voir la vie, qu'est-ce qui mène leur vie? Est-ce que c'est la politique ou la religion, puisque toute leur vie... Donc, une fois qu'on a déterminé que les autres sont de même, puis nous, on est de même, est-ce qu'on est compatible de vivre ensemble? Moi, de plus en plus, je vois qu'il y a une incompatibilité entre certains groupes et d'autres groupes, d'un bord et d'autre. Peu importe le bord, il y a une incompatibilité à vivre ensemble. Donc, le mariage ne fait pas. Comme dans la vie de tous les jours, pour des amis, pour des gens qui se mettent en couple, etc. Est-ce que on est rendu, l'histoire là, du broyage sur X, est-ce qu'on est rendu que la gauche et la droite, quand je dis la gauche, j'exclus les gens de centre-gauche et de la gauche modérée. Je parle de la gauche, la nouvelle gauche. Mm-hmm. Est-ce qu'on est capable d'être encore ensemble? Parce que qu'est-ce qui va arriver? On le sait, là. Ils vont continuer, ils ont une technique, ils savent comment faire, ils vont réussir à canceller, ils vont mettre de la pression sur les gouvernements, ils vont sortir des règles, les entreprises vont boycotter, ils vont essayer de canceller ça, parce que le but ultime, c'est toujours lui. Alors que dans la réalité, on devrait peut-être pas vivre ensemble. Moi, je pense que c'est un peu comme le fameux conflit à Gaza, tu sais. Tu mets des Palestiniens à Israël, est-ce qu'ils peuvent vivre paisiblement dans un univers avec un gouvernement israélien? Oui. Tu mets des Israéliens dans la bande de Gaza, est-ce qu'ils peuvent vivre agréablement dans la bande de Gaza? Non, tout mort le lendemain. Non, donc, c'est le même principe avec la gauche puis la droite. Les gens de droite, ils acceptent d'entendre le point de vue des gauchistes puis des liberals. Ils trouvent ça ridicule, peut-être, fine. Mais il y a, moi, j'ai vu, en tout cas, j'ai jamais vu. Moi, je commence à avoir un problème. Ça a été mon discours pendant plusieurs années, mais là, je commence à perdre ce discours-là. Je vais te dire pourquoi. C'est que ce que je vois d'eux, c'est même plus du braillage. C'est même plus c'est de la cancellation. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est l'élimination de tout ce qui n'est pas pareil à eux. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, on peut être bonasse, on peut être bon joueur, on peut dire, nous, on est plus diversifiés que vous, ça ne nous dérange pas de vous savoir. Mais quand on est avec eux autres, le but ultime, même si on est de droite ou conservateur modéré, la minute qu'on ne fit pas leur agenda, ils veulent canceller tout le monde. Ouais. Ça vient des enfants rois. Tu peux pas vivre avec des radicaux. Non, je sais. Mais les enfants rois ont grandi, puis ils ont été mis dans un système où tout était là pour eux, tout était dans la ouate, puis là, tout d'un coup, ils sont rendus adultes, puis ils veulent prendre des décisions. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pousser des agendas, ils vont pousser des systèmes de valeurs
qui sont pas débattables selon eux, qui sont absolument nécessairement les meilleurs et les plus justes, et tout le reste ne veut pas l'entendre. Donc oui, c'est rendu difficile. Tant qu'il n'y aura pas un pushback assez grand comme en Irlande ou en d'autres places, ça ne changera pas, puis ça va être encore comme ça. Je pense que le prochain livre de Gad Saad, c'est justement ça, c'est sur l'espèce de suicide, si on veut, étatique, de vouloir toujours être dans la bien-pensance, puis dans le montrer des belles valeurs. Ben, c'est comme un suicide de système, un suicide étatique complet, finalement. Puis c'est un peu représenté par la gauche puis les liberals, c'est toute une histoire de sentiments, puis de bien paraître, puis de beaux sentiments positifs. Mais quand tu regardes dans les faits, puis que tu les confrontes avec des faits, mais qu'est-ce que tu obtiens? C'est pas un débat, c'est pas une explication, c'est pas un essai d'aller vers un jour meilleur. Non, c'est juste, t'es un raciste, t'es un ci, t'es un ça, les étiquettes, puis on te cancelle à tout point. C'est très difficile. Je sais pas à quel point qu'on va pouvoir vivre ensemble longtemps, si ça change pas, mais j'espère fortement que ça va changer, puis qu'il va y avoir un pushback. Ça se peut que Poilievre fasse une partie du changement. Ça aurait été un peu plus radical avec Maxime. Au niveau américain, Trump, c'est sûr, ça va aider beaucoup, surtout s'il place les bonnes personnes aux bons endroits. Ça, c'est l'autre aspect, parce qu'il y a beau avoir tous les décrets présidentiels qu'il veut faire. Il reste que s'il n'y a pas les bonnes personnes aux bons endroits, ben ça risque de pas redresser les bonnes parties du gouvernement. Puis 4 ans, ça passe vite quand même. Donc, oui. À moins qu'il place surtout 4 ans quand tu n'as pas un autre 4 ans, tu comprends? C'est ça. C'est parce qu'habituellement, le deuxième mandat d'un président américain, quand il fait back-to-back, le deuxième mandat, il est comme un peu plus faible parce que tu as moins de pouvoir, parce qu'on est déjà en attente de l'autre. Tu sais que tu ne seras pas réélu. Donc, il y a comme un désintéressement des alliés naturels qui, alentour, de donner un coup de main. Parce que les autres sont en train de vouloir travailler à trouver qui est le prochain qui va faire, qui vont être élus. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis, ce qui fait peur beaucoup aux Liberals, c'est que comme son deuxième mandat, il n'y a plus rien à perdre parce qu'il ne peut pas se représenter après. Il pourrait faire l'espèce de truc de la terre brûlée puis de tout détruire, mais il serait capable de faire ça. Il faut qu'il mette en place le prochain républicain pour prendre le bâton après, que ce soit son VP ou que ce soit même n'importe quel autre qui était dans la course. Mais ça serait intelligent de le mettre en place dans un endroit où il peut non seulement être vu pendant 4 ans, mais qu'il soit fortement impliqué pour justement prendre la relève après. Oui. Hey, sujet important qui est arrivé mercredi, je pense. C'est le LA Times qui a sorti la nouvelle comme de quoi qu'il y a 2,7 milliards de fiches avec des numéros de sécurité sociale. Donc, en fait, tous les numéros sociaux de tous les Américains dans ces 2,7 milliards de fiches-là étaient là. Donc, il y a 330 quelques millions de Social Security Number, dont probablement le mien, parce que j'ai un numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut arriver avec ça? Parce que moi, c'est avec ça que j'ai bâti mon crédit américain, c'est avec ça que j'ai un paquet d'avantages. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça qui peut nuire à quelqu'un? Parce que là, on dit que tous les numéros ne sont même pas à vendre, sont sur le dark web, disponibles à qui veut l'avoir. Il n'y a même pas de vente. En tout cas, c'est du moins ce qu'il y avait dans l'article du LA Times. Oui. Écoute, c'est pas la première fois que ça arrive. On se rappelle de Equifax ou toutes ces compagnies-là qui sont pas des clients du public, des clients des banques ou des institutions financières pour justement prouver ton identité et ton crédit. Mais eux, ils accumulent une tonne de données, mais ils accumulent toutes tes données. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement, puis ils n'ont pas nécessairement des besoins plus importants que d'autres compagnies d'avoir des processus de sécurité informatique plus grands ou pas. Non, c'est la même chose que tout le monde, puis ça arrive trop souvent. Dans ce cas-ci, c'est 2,7 milliards, c'est tous les Canadiens, Américains et Angleterre. C'est les 3 pays, là. Donc, on est là-dedans, même les Canadiens, là, parce qu'eux autres, offrant des services pour les institutions financières américaines, ils ont aussi des données des Canadiens parce qu'un Canadien peut s'essayer, peut faire une demande de carte de crédit, il peut faire ci, peut faire ça. T'sais. Donc, ils ont tout. Puis là, on parle de nom complet, adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Donc, avec ça, historiquement, tu pourrais ouvrir un compte de banque, voler l'identité, ces choses-là. Aujourd'hui, bien heureusement... Parce que, tu sais, on est capable de... Quand on applique pour une carte de crédit, le nerf de la guerre, c'est le numéro d'assurance sociale. Oui. Donc, en tout cas, je ne sais pas ici, là, mais aux États, c'est ça, parce que j'en ai rempli dernièrement pour un magasin là, avec qui je faisais affaire. Et le nerf de la guerre, à chaque fois que je rentre dans le site sécurisé pour avoir accès à mon compte, si je le fais d'une manière différente qu'avec mon visage, il me demande mes 4 derniers numéros de mon numéro d'assurance sociale. Oui. Donc, c'est assez important. Donc, ça peut être une genre de clé à un paquet d'affaires. Oui. C'est sûr que si vous n'avez pas de service de surveillance de votre dossier de crédit,
c'est 2 fois plus important parce que là, oui, effectivement, par exemple, genre la personne chez Canadian Tire qui vend des cartes de crédit à l'entrée, ben, il s'agit que tu aies ces informations-là. Tu peux remplir le formulaire complet et avoir une carte, tu sais, postée à la mauvaise adresse. Donc, la personne pourrait avoir une carte de crédit remplie à ton nom. Donc, ça, c'est très faisable. J'espère que, comme pour les banques, parce que les banques sont déjà correctes à ce niveau-là, ils demandent plus d'informations. Ils demandent une preuve d'adresse, un compte d'hydro, ces choses-là, tu sais, pour vraiment s'assurer de ton identité. Mais il y a encore des places comme mettons, les cartes de crédit des marchands ambulants qui sont pas super secure. Fait que c'est là que ça pourrait être risqué. Fait que d'avoir un dossier de crédit qui est surveillé, on a une alerte dès qu'il y a une nouvelle demande qui a été faite ou qu'il y a un nouveau compte qui est ouvert. Donc à ce moment-là, tu dis « Hey, j'ai pas ouvert de compte avec la BMO, pourquoi est-ce que j'ai une alerte? » Ben là, tu peux appeler la BMO et dire « Écoute, j'ai une alerte sur mon dossier de crédit Equifax ou TransUnion. Nouveau compte avec vous, mais pourtant, je suis pas allé dans le succursale, j'ai pas ouvert rien. » Puis là, eux, ils vont investiguer puis ils vont le fermer avant qu'il soit utilisable. Donc, c'est malheureux qu'on soit obligé de payer pour des services comme ça aujourd'hui, qui sont quand même dispendieux. Ceux qui font partie du truc de Desjardins là, depuis plusieurs années sont encore sur un Equifax gratuit où ça achève bientôt. Je pense que c'est fini là. Je pense que ça vient de finir. Ben, les pirates le savent, hein? Donc ils attendaient que ça finisse avant de commencer à se servir des données. Donc, tu sais, si on renouvelle pas, on s'expose. Donc, c'est risqué. OK. Donc, quand tu dis s'abonner à un système de surveillance de crédit... Oui, c'est offert par, évidemment, les gens qui se font pirater, c'est-à-dire Equifax ou TransUnion. Ils ont des services qu'ils vont t'envoyer un courriel. Pareil, tu trouves pas ça drôle un peu? Ben, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule de devoir payer parce que leur sécurité n'était pas fiable. Mais on n'est pas le client. Toi et moi, ça... Si, mettons, je suis le boss de Equifax, j'ai quasiment le goût de me faire piquer mon stock pour qu'après, je vende mes services à tout le monde. Ben c'est clair, t'as pas d'impact. Les règles sont tellement mal faites que ces gens-là qui ont le maximum d'informations sur toi, tout ce qui leur manque, c'est ton dossier de santé, en gros. Ils ont tout ton dossier financier depuis les 40 dernières années, mais ils n'ont pas plus de tape sur les mains que ça. C'est ça qui est illogique, c'est qu'ils auraient dû avoir des règles mises en place pour sécuriser ça, puis comme ils n'ont pas respecté, ben, il doit avoir un impact. Eux autres, c'est une compagnie qui vend des services aux banques, donc leurs clients, c'est les banques. C'est pas nous autres, on est juste de la marchandise pour eux. Donc, ils devraient avoir justement eu des poursuites de recours collectifs puis d'avoir eu un coût matériel suffisant pour leur dire déjà là, ça suffit, il ne faut plus qu'on fasse ça, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on change nos pratiques, il faut qu'on aille de l'avant avec des meilleures idées, il faut qu'on soit plus sécuritaire. Il n'y a rien de ça qui est fait là. Wow! Thank you, Alex. Le pirate geek, le faiseux de ceinture de cuir. Ben le fun de parler avec Alex. On a plus de Alex dans la version Prime. Ben oui, c'est tout le temps de même. Donc un jour, peut-être que vous allez faire le switch, mais c'est pas grave. Si vous n'êtes pas encore prêt à faire le switch. Mais on vous le dit pareil, vous comprenez? Après, on a de la visite. On fait revivre Bob Bissonnette avec Pat, son frère, et Brun. JeffFillion.com RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Tiens, Pat, le frère de Bob Bissonnette, et Brun, le producteur de tout ce que Bob a fait, ou à peu près, dans ces grosses années. Ils sont avec nous autres pour jaser de Bob Bissonnette Live. Il est-tu mort, Bob? Coudon? Il est-tu mort, Pat? Il meurt pas, hein? Il est éternel. Non. Hein? Alors, toi, il est décédé, mais Bob, il est vivant comme Elvis est vivant. Ouais. Je le sens. Je le sens vraiment. Mais le pire, c'est que c'est vrai, pareil. Ouais. Tu sais, il part pas. Tu sais, je sais pas s'il était... Je sais pas comment ça marche en haut, là, mais il trouverait ça drôle. Là, le connaissant, il trouverait ça drôle de voir qu'il meurt pas. Il meurt pas pantoute. Tellement. Puis, tu sais, c'est drôle, cette année, on a eu les résultats de Statistique Québec. Oui. Puis, Bob est écouté en tabarnouche. Il est rendu, tu sais, il est 7e artiste québécois écouté par les Québécois. C'est quand même phénoménal, là. Puis, ça fait 8 ans qu'il est mort. Ouais. Hey, moi, comprends-tu que c'est... je voulais savoir, Brun, justement, combien d'années ça fait... 2016. Puis là, je me suis dit, et en me posant la question, je l'ai trouvé. Ben oui, tu te rappelles. Ben oui, je me rappelle. Hey. Puis là, je me suis dit, calif, c'est quoi qui se passe? Il me semble que c'est hier. 8 ans, c'est gros, là. Tu sais, 8 ans, c'est énorme. Puis c'est fou parce que la crowd, il y a du monde qui tripe dessus, qui tripait dessus à l'époque, mais il y en a plusieurs qui ne le connaissaient pas à l'époque. Ah non, il y en a qui l'ont connu bien après qu'il soit mort.
Fait que, ils ont embarqué dans le trip plus tard, mais ils sont encore là, puis ils sont actifs, puis ils écoutent, puis ils veulent, puis ils en veulent encore. Moi, te poser une question, aux deux, garde. Autant Pat que toi, Brun. Tu sais, quand des artistes meurent, des musiciens, même des acteurs, il y a... Tu sais, tu peux avoir une grosse carrière de 20 ans, de 30 ans, puis tu vas laisser un leg, mais quand un artiste décède pendant qu'il est hyper populaire, il y a comme, tu sais, Jim Morrison. Je ne vais pas comparer Bob à Jim Morrison, c'est pas tant de même, là, mais vous comprenez vers quoi je m'en vais. Tu sais, Janis Joplin. Janis Joplin, moi, d'après moi, est même plus connue parce qu'elle est morte jeune. Amy Winehouse, c'est toute la gang. C'est pour différentes raisons, c'est pour les mêmes raisons que Bob, mais quand il meurt jeune, il y a un genre de nouveau following, il y a comme un mythe, il y a quelque chose qui arrive qui fait qu'ils deviennent immortels. Tu comprends-tu ce que je dis? Oui. Tu sens-tu ça? Moi, je le sens vraiment. Puis au début, on me disait dans l'industrie, là, parce que j'ai comme appris à connaître des gens là-dedans, ils me disaient ça va durer 6 mois. Puis des comparables au Québec, il n'y en avait pas tant. Il y avait Dédé Fortin. Dédé Fortin, oui. Mais ils disaient souvent s'il y a un buzz qui dure 6 mois, puis après ça, ben, ça meurt tranquillement. Oui, tranquillement. Mais là, le 6 mois, il dure un peu plus longtemps. Là. Ouais. Ça fait 8 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que les vidéos font c'est un peu la de job? C'est un peu de tout. Ouais. Pat, pas vrai. Pat Bissonnette ici fait une grosse job. Oui. Puis souvent, ce qu'il va faire, Pat, comme projet, c'est qu'il va continuer des projets que Bob avait commencé. Oui. Il ne sortira pas quelque chose de nulle part. Il va prendre quelque chose que Bob n'avait pas eu le temps de finir. Comme celui avec l'orchestre. Exact. Ouais. L'album symphonique, des projets comme ça. Que Bob avait, là. Ouais. Fait que Pat va tout faire pour amener ça encore plus loin, peut-être même que ce que Bob aurait fait dans le temps. Ça marche. Mais en même temps, il y a tout le reste, la fondation qui est là, la classique qui est là pour ramasser de l'argent pour la fondation, les bandes hommages. Ouais, encore, tu sais. La classique de hockey, là. Ouais, c'est gros. Une grosse affaire, là. Tu sais, il y a des méchants joueurs de hockey là. Ouais. Vraiment. Tu sais, ça joue du hockey pour vrai, là. Oui, puis c'est un tournoi très gros où il y a 1000 joueurs qui jouent, plus la petite classique avec les petits jeunes qui jouent au hockey dans la rue, organisé le Mind Might par Steve Jobdon, son ami, puis Marie-Pierre Simard. C'est malade. C'est malade, bien raide. C'est vraiment Puis malade. encore une fois, c'est à l'image de Bob. Fait que c'est festif, tout le monde est sur la brosse pendant une semaine, puis ça joue au hockey, puis ça fight, puis ça prend des shooters, puis c'est gros. C'est quelque chose de hot. Puis les bandes d'hommage, tu sais, des groupes hommages au Québec, il n'y en a pas tant de bandes québécois, il n'y en a pas tant que ça. Là. Ben Bob, il y en a encore 5 qui roulent. Il y a 5 bandes qui jouent du Bob. 150 shows par année. Ben voyons donc, toi. Je jure que oui. Puis le monde en veut encore. Puis ils ont bien pété, ça. Je savais pas ça pour tout. Il y a même des places où les bandes ils chargent plus cher que Bob chargeait à l'époque. Ben ça, c'est pas surprenant. On n'est pas surpris de ça. Il n'a jamais su comment il valait. Donc, eux autres, ils le savent. Ah non, c'est fou. C'est comment ça marche à ce temps-là? As-tu des redevances? As-tu de quoi? Il y a certaines formes de redevances, mais on s'entend que tout l'aspect numérique, oui, on en a, mais pas tant que ça parce que je pense que YouTube et Spotify en prennent une bonne partie. Il y a ça, la vente de CD, merch, beaucoup. OK. Mais à part ça, on est totalement indépendant. On ne demande aucune subvention du gouvernement comme Bob le faisait à l'époque. Je suis une petite entreprise où est-ce qu'on essaie de rouler avec l'argent qu'on a. Puis c'est une entreprise qui est familiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas incorporé. On aurait peut-être dû, mais dans le sens que si on fait faillite, ben c'est pas notre business. C'est pas la compagnie. C'est toi. C'est moi, puis ma soeur, puis mes parents. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que je gère l'argent vraiment correctement. Mais les gens répondent. Fait que moi, je continue. C'est le but principal de tout ça, c'était juste de poursuivre ce que Bob avait fait puis honorer sa mémoire. C'était vraiment ça. Les parents là-dedans, comment est-ce qu'ils sont? Sont bien. Il y a une période plus difficile, évidemment. Oui, ça, on avait parlé, tu m'avais raconté un peu. Mais actuellement, ils sont bien avec qu'est-ce qui se passe. Ils sont impliqués dans la fondation. Ils aiment redonner beaucoup. Ça, c'est très positif. Puis au niveau de la santé, ça va super bien aussi. Ta soeur aussi? Oui, vraiment. Puis toi, tu mets-tu beaucoup de temps? Est-ce que ça te demande beaucoup de temps? Je dirais... moi, j'ai une job dans la vie. Là, je travaille dans les écoles, mais je dirais que c'est peut-être une 40 heures par mois. Là. OK, quand Donc, même. Je mets là-dessus. Là. Tous les matins, je travaille là-dessus. Mais ça te passionne. Tu ne fais pas ça comme un...
tu te sens pas... C'est pas une tâche lourde, là. Tu fais ça, puis t'as du fun à le faire. J'ai vraiment du fun parce que je travaille avec des gens qui sont hyper le fun. Bob s'était entouré de gens hyper compétents avec qui il était bien. Bruno, entre autres. Oui. À chaque fois que j'ai à travailler avec lui, c'est... Bruno, il y a du temps en masse, lui, au moins. Oui, regarde. Il y a juste ça. Puis d'autres personnes, les musiciens aussi, tout ça. Donc, quand j'ai un projet, il embarque. Puis j'ai toujours adoré faire des choses, créer quelque chose de dynamique. Puis les fans de Bob répondent hyper bien. Quand je demande ou quand je leur propose des choses, ben, ils sont au rendez-vous. Tu sais, je me souviens, on s'était parlé il y a un an et quelques par rapport à Bob Live là, qu'on avait fait au Quai 30 justement à Québec. Et tu m'avais dit, ça va être sold out. Ça a été sold out. Tu sais, 1200 personnes de crinqués qui avaient vécu ça, vivre cette expérience-là, ben, je me dis, c'était une bonne idée. Moi, du monde qui prennent des gorgées de bière avec un écran géant, puis qui répondent à des tunes, puis qui chantent avec le gars dans l'écran comme si c'était un stage live. Ouais, c'est ça. Puis qui répondent, là, puis qui rient les jokes, là, on capotait. Oui, c'est capoté en griffe. Donc, vous êtes sur le bord de jouer avec les high, puis l'hologramme, puis des patentes de bain pour faire des shows, là. Prochaine étape. Tout dépend de next step, oui. Pourquoi pas? Mais sérieux, on ne sait pas. Hein? Céline a chanté avec Elvis à un moment donné. Là. Oui. Céline a chanté aux Olympiques, puis on s'entend qu'elle est malade pour capable de chanter, là, puis ça n'a pas paru. Tout le monde est sûr que c'était live. Ils l'ont dit. Arrêtez. Voyons, Chris, elle a la langue paralysée, elle a un œil fermé. Voyons donc. Elle a une des pires maladies qu'il n'y a pas sur la Terre. Là. Mais c'est la techno, aujourd'hui, c'est incroyable. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a, vous allez pouvoir faire revivre encore plus Bob avec la nouvelle technologie. Pour vrai, là, je ne niaise pas avec ça. Puis on a encore du matériel. En plus. Tu sais, Bruno, tu l'as vraiment filmé beaucoup, beaucoup. Dans sa vie. Là. Ben, à sa demande, là, mais beaucoup. Mais c'était une bonne idée. Avez-vous le goût avec ce qui reste, puis avec ce qu'il a fait de recréer des tunes? Parce que, tu sais, c'est un... Tu sais, des fois, il y a des bands qui sont durs à... Comment est-ce que je pourrais dire? Il y a des bands que leur son est tellement familier avec d'autres bands ou d'autres artistes que c'est peut-être un peu dur d'essayer de créer quelque chose qui va ressembler plus à l'artiste avec qui il était proche qu'à l'artiste lui-même. Mais Bob, il a un son complètement à part. Okay? Il est complètement tout seul. Un peu comme Plume, en fait, dans le fond. C'est un genre de... Même type d'artiste complètement éclaté par rapport aux autres. Mais, tu sais, moi, je suis pas pro-AI tant que ça. Mais quand les artistes meurent, je me dis, why not? Si le management est au courant, donc si c'est eux autres qui mènent ça, si c'est, comment est-ce qu'ils appellent ça souvent, là, les compagnies qui gèrent les artistes, là, la succession. Ouais. C'est la succession de la compagnie. Mettons qu'Elvis, quoi que Elvis, on sait plus trop, c'est fucking, je vais le faire. Mais, tu sais, d'utiliser le AI, je sais que les Beatles ont fait, avec l'approbation de Paul McCartney et de Ringo. Puis probablement, je pense que Yoko était là-dedans aussi. Si c'est bien fait, puis que le résultat, quand vous l'entendez après, tu te dis, Bob aimerait ça. Ça vous tente-tu de l'essayer? C'est tout le temps ça. Tu l'as dit, c'est si c'est bien fait. Ouais. Je pense que c'est tout le temps l'idée qu'on a aussi, c'est de dire, c'est-tu bien fait? Oui. Puis en même temps, tu l'as dit aussi, Bob aimerait-tu ça? Oui. Ou là, ça n'a plus rapport, on n'est plus là pantoute. Tu sais, des fois, on se remet en question aussi. Là. Je pense que Pat aussi, dans tout ce qu'il fait, il se remet en question 20 fois par jour. Mais il faut se remettre en question parce que moi, j'étais à un fil de scraper tout ce qu'il a fait. Tu sais, supposons que je sors quelque chose de merde. Tu as peur de faire une gaffe. Vraiment, tout le temps? Ouais. Tout le temps? Tu as peur de dire, regarde, le monde est là. Si j'arrive, j'essaie de... Ils vont penser que j'essaie de profiter de Bob pour créer quelque chose, puis là, ils viennent de débarquer d'un coup de même. C'est ça que tu penses? Oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Puis ton réflexe est très bon. Parce que c'est très dangereux. C'est une fine ligne, là. C'est mince, là. Ah oui, c'est très mince. Cyril Lastic, on ne sait pas, là. Ben oui, ben écoute, nous autres, on a juste changé la toune d'ouverture, puis on a utilisé les highs, puis la toune était écœurante. Il y en a la moitié qui trippe. T'as 3 quarts trippent bien raide. L'autre quart, ouais, il y a un accent dedans, en arrière. J'essaie d'écouter. Tu sais, il y a beaucoup de il y a plus de puristes qu'on pense. Tu sais, puis dans la gang de Bob,
mon feeling, c'est que c'est pas mal des puristes de Bob. Là. Ah, d'aplomb. Tu sais, juste l'album Tom la Renommée, qui est plus symphonique. Tu sais, j'en ai eu des commentaires. Là. C'était quoi le commentaire qu'il disait? Ben, commentaire, c'est pas du Bob. OK. Vous avez fait quelque chose de totalement différent et tout le reste. Puis pourtant, il y en a qui disaient même qu'on avait utilisé le AI, puis c'était pas le cas. C'était la voix, c'était sa voix qui avait enregistré. Mais même à ça, il y en a qui nous remettaient en question. Okay. Pas beaucoup, mais certains. Fait que oui, il y a des puristes, puis c'est correct. Oui, mais il faut faire attention aussi. Tu sais, des fois, on a tendance à recevoir 30 messages, puis on voit pas les dizaines de milliers qui sont contents. Parce que les autres, ils n'écrivent pas. Puis là, on tourne alentour des 30, on est sûr qu'on vient de faire une méga gaffe, mais finalement, c'est juste... Quand tu parles aux 10 000 autres, les 900... j'ai dit combien? 30? Les 9970 qui restent, ils disent, ben non, nous autres, on a adoré ça, on a trouvé ça hyper hot, hyper capoté, mais tu sais, on les entend pas, eux autres, ils t'écrivent pas. Ouais. Donc, c'est ça que... Mais dans ce cas-là, je pense que Pat aussi, il peut se fier sur les streams, puis sur les vues, puis tout ça, puis ça arrête pas, puis ça continue, puis c'est gros, tu sais. Fait que même... Les disques d'or, tu sais, ça n'arrête jamais. Là. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire par là, les disques d'or? 2 disques d'or. Ça fait 2 ans que les 2 premiers albums ont été... Puis là, on regarde les spins aussi de ce qui a été sorti depuis ce temps-là, de l'album. Quand tu dis les spins, c'est quoi? C'est sur YouTube, sur Spotify? C'est toutes les plateformes. En fait, la manière ça marche, là, corrige-moi si je me trompe, à l'époque, pour avoir un disque d'or, c'était 40 000 albums physiques vendus. Oui. Au Québec, c'était ça. Bon, ça, c'est fait. Les 2 premiers albums de Bob, ils ont le disque d'or. Après ça, ben, pas toutes les autres. Tu as les albums physiques vendus, mais tu as aussi les streams. Et là, le ratio, je ne sais plus c'est quoi. C'est 1500. 1500 streams égale un album. OK. Peu importe la toune? De l'album. De l'album. Donc, ça veut dire que si, mettons, tu as 2 hits sur l'album, puis chacun des hits a 750 plays, même si on peut écouter les autres tunes, c'est assez sur l'album pour te dire que tu as un album de vendu. Oui. OK. Fait que ça prend 60 millions de streams. C'est ça, je comprends? Ben là, OK, tu as utilisé ta calculatrice. Oui, c'est ça. OK. Donc, pour avoir un disque d'or, ça prend 60 millions de streams. Ouais. Wow. Es-tu sûr de tes chiffres? Là? T'étais-tu 1500 fois 40 000. Fois 40 000, ben oui, c'est gros de même. C'est ça. Wow. C'est des gros chiffres. Vraiment. Donc là, ils ont additionné ce qu'ils avaient vendu physique. Plus qui s'est joué sur le stream. Mais pas vendu en show. Ils ne sont pas comptabilisés, eux autres. OK, parce que ça, c'est comme de la c'est ça. Comme ils sont durs à prouver, eux autres. Ouais. Mais ils ont été vendus pareil. Ouais. Bob a fait son cash. Oui. Ouais. Ça, c'est ça le... Ouais. OK, wow. Donc là, le prochain step, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, Bob Bissonnette? Le prochain, le live que tu veux faire? On l'avait fait le 29 avril 2023. On avait amené des gens à Québec pour vivre une expérience Bob. Et j'ai eu beaucoup de commentaires en disant qu'on ne peut pas se déplacer. On était à Rouen, on était à Gatineau, Gaspésie, on ne peut pas descendre à Québec. On aimerait ça quand même vivre cette expérience-là. Ouais. Puis Bob, c'est un gars de région, où est-ce qu'il allait partout, puis où est-ce qu'il remplissait ses salles d'aplomb. Et on a eu l'idée d'aller partout, partout, dans certaines régions de la province pour faire vivre ça à des gens. Donc, on va être à Cowansville, dans la région de Sherbrooke, on va être Rimouski, Woodstock-en-Beauce, Rouyn-Noranda, Montréal au Club Soda. Club Soda. Wow! Ça, c'est une Montréal, belle Club histoire. Soda, ouais. Parce que le 30 septembre 2016, Bob était supposé de faire sa grande rentrée montréalaise à Montréal par le Club Soda. Et ça n'a pas eu lieu, évidemment. Non. Mais ça allait être son Impérial, parce qu'on se souvient qu'en 2011, le show à l'Impérial qu'il avait fait, ça a lancé vraiment sa carrière un peu pas mal. Et donc, on a eu l'occasion de parler avec les gens de LEB, Louis-Armand Bombardier et Danica Fleury, qui sont les propriétaires de LEB et qui sont propriétaires aussi du Club Soda. Oui. Et eux, ils ont beaucoup d'histoires au Club Soda. Vraiment. Et ils ont dit, crème, on embarque. On voudrait compléter oui, cette affaire-là qui était ouverte et qui n'a jamais été complétée, finalement. Exactement. Donc, c'est comme un genre de... On boucle la boucle là, dans le cas de ce spectacle-là qui devait avoir lieu et qui n'a pas eu lieu.
Exact. Donc, mais c'est quoi le principe? Comment vous faites ça? Vous faites exactement le show que vous avez fait à Québec? C'était un show, c'était un show qu'il y avait à Québec en 2011 que j'ai filmé avec une équipe. On avait 8 caméras pour filmer tout le show au complet. Bob, encore une fois, m'avait dit, hey, regarde, c'est mon premier vrai gros show. Si on se remet dans le contexte, là, c'était en avril 2011. Okay. Ça fait même pas un an que sa carrière musicale officielle est startée. Mm-hmm. Il y a eu le clip de Mettre du tape sur ma palette qui est sorti, Hockey dans la rue. On venait de sortir le clip que tu as une présence dedans. Tu joues un rôle de curé. Oui. Ils sont toutes folles. Un rôle historique. Et voilà. Fait qu'on venait de sortir ça. Et là, bon, la carrière de Bob, il y a un buzz à Québec. Ça commence à monter, tout ça. Lui, il loue l'Impérial. Il produit son show. Il est avec Pépé et sa guitare qui fait sa première partie. Et là, il me demande de filmer ce show-là au complet. On l'enregistre aussi multitrack pour avoir un son optimal. Là, vraiment, chaque instrument est séparé sur des pistes différentes. Fait qu'on fait ça, sachant pas trop ce qui allait arriver avec ça. Et finalement, bon, c'est ce qu'on a sorti l'année passée ou il y a 2 ans. L'année passée. Et on a fait ça à Québec. Et là, ça a marché. Fait que c'est la même chose qu'on refait. C'est l'écran géant, c'est le show live de Bob multicaméra, le son qui est optimal, les interactions avec le public. Fait que les gens qui n'ont jamais vu de show de Bob, ben voici c'est quoi un vrai show de Bob Bissonnette live. Les gens qui s'ennuient de voir un vrai show de Bob, c'est un vrai show de Bob avec toutes les calls qui vont avec. Et suite à ce show-là, après ça, nous autres, on embarque avec notre band de cover qui s'appelle Big Muff. Et dans ce band-là, c'est vraiment juste pour le fun, mais je joue avec Fred Simard, oui, Fred qui est guitariste de Bob toute sa carrière musicale. Je joue avec Hubert qui joue de la basse, avec Pat Paquette que tu connais, Dion's, mais qui a drummé avec Bob en studio puis qui était son directeur technique aussi. Puis avec le chum Tommy aussi. Fait qu'on joue pas nécessairement juste... Tommy est en forme? Oui, il va bien, Tommy. On joue pas juste du Bob, parce qu'on joue... Nous, on fait des covers années 90-2000, là, les mêmes tunes qu'on jouait dans le temps. Fait que, mais l'enchaînement est quand même assez hot où là, on termine le vrai show de Bob sur écran. Puis après ça, bon, c'est les mêmes musiciens qu'on vient de voir sur l'écran qui embarquent sur stage puis qui enchaînent la même chanson qui finissent la tune qu'on est en train de vivre sur l'écran. Fait que tu sais, on se transporte dans le présent puis après ça, là, on embarque sur un trip de party avec le band pendant des heures et des heures. Wow! Donc c'est un party. Ah oui, c'est carrément un party à la Bob. Là. Ouais. Donc, une soirée de party, une soirée de fun. Vous avez combien de shows de prévus? Tu m'as nommé quelques villes. Donc, quoi, 5-6 shows? Le 6, là, c'est ça? 5 shows de prévus. 5 shows de prévus? Donc, dans les prochaines semaines. Puis après ça devrait être pas mal la fin parce qu'il y a un moment donné, beau étiré, mais il y a un début puis une fin. T'as peu, là. Wow. C'est ce que tu es en train de me dire, là. Tu es en train de me dire que peut-être que tu voudrais commencer à arrêter un peu? Pour la tournée du siècle, cette tournée-là, Bob Live, ça va être la fin. Après ça va être la fin. Après ça, on verra. Mais là, je suis vraiment all-in là-dedans. Puis après ça, on va... Tu vas analyser à patente. Oui, exactement. Wow. Puis l'histoire du tournoi de hockey décaqué. Donc, c'est toi qui organise ça? Quoi, c'est un tournoi de hockey? C'est-à-dire, qu'est-ce que Bob fait là-dedans? Il va y avoir le show en tant que tel, plus un tournoi de hockey. Comment ça marche? Exactement. Ça, c'est à Rimouski. C'est un ami d'enfance de Bob qui organise ça pour la fondation. Donc, tous les profits vont être versés à la fondation. C'est un peu la même chose que la classique. Donc, c'est à Rimouski. Ils veulent viser une vingtaine d'équipes de decks. Puis après ça va être un festival de boissons et de... Ah oui! Il va en avoir. Les gars de deck, ils boivent pas. Non. Non, les gars de deck, ils boivent pas 0-0-0. Voyons donc, toi. Donc, si les gens veulent avoir les dates pour savoir le plus proche de chez eux, ils vont où exactement, Pat ou encore? C'est hyper facile. C'est bobbissonnette.com. Juste aller sur le site de Bob, puis tout est là. Je pense que c'était relativement clair. Là. Oui. Les billets sont disponibles là aussi. Parfait. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de choses bien compliquées. bobbissonnette.com pour tous les détails. Soirée de plaisir, soirée de fun, soirée pour Bob. Puis peut-être que Bob, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas on sait pas ce qui arrive après. Peut-être qu'on va nulle part, mais on espère qu'il y a quelque chose après. On ne sait pas. Puis peut-être que Bob voit ça, va avoir du fun en haut. Ben oui. Tu sais, why not? As-tu, une fois que Bob est mort, as-tu pensé que... As-tu des signes de Bob? Non? Qui fait du signe? Pas des gros signes, mais des petits signes banals ou banaux, je sais pas comment dire ça. Là. Mais, tu sais, des fois, je perds de quoi, puis je dis, crème, ouais.
Bob, tu peux m'aider à Peux-tu m'aider? Ouais, c'est ça. Je sais que c'est niaiseux, mais je trouve mes clés. Merci. Ça va mal. Moi, j'ai toujours peur de parler de ça parce que moi, depuis mon père est mort, ça fait longtemps. Il m'est décédé, écoute, en 2005, 2006. Puis, des fois, puis je sais que Chantigny, à ton resto, Jerry, il dit qu'il voit ton père. Là. Oui, Vincent, il voit mon père. Puis c'est pas une joke. Là. Non, il voit pour vrai. Là, Chez Bicep Barbecue, Vincent, il voit son père. Il voit le fantôme de mon père. Puis moi, de temps en temps, j'ai des calls de mon père de South Côte. Mais tu sais, je le dis, puis il y en a qui doivent trouver ça fou. Regarde, c'est beau bien passer ce que vous voulez, mais moi, avant, moi, je suis un gars hyper Thomas. Tu sais, je suis pas un grand croyant. Je suis vraiment un gars très basique là-dessus. Là. J'ai pas... Puis il arrive des affaires, puis à un moment donné, ça me remet comme en question un peu. Puis d'autres à qui c'est arrivé, surtout des gens qui ont du monde plus jeune, tu sais, il y a comme des signes, il y a des patentes, il y a des affaires. Puis le monde est toujours un peu gêné de le dire. C'est un peu comme ceux qui voient des UFO, là, comme les pilotes de F-18 ou de F-16 ou de peu importe qui en ont, puis ils arrivent sur la piste à base militaire, puis ils ne le diront pas jamais. Ils vont juste le dire quand ils ont pris leur retraite parce qu'ils ne veulent pas faire rire d'eux autres. C'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais je ne suis pas surpris que des proches, puis surtout le fait que tu étais proche de ton frère, puis en plus, tu es full impliqué. Moi, je suis certain qu'il y a des affaires qui arrivent. Là. Je ne sais pas si, Brun, tu crois des affaires de même, là, mais je ne sais pas si toi, Brun, tu as eu des signes. Peut-être que tu as eu des... Non, pas nécessairement, mais c'est peut-être juste que moi, je ne suis pas attentif tant que ça. T'es pas le temps. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour des prises de décision. Oui. C'est con. J'avais sur l'album Temple de la renommée, il y a des fois, je devais prendre une décision. Est-ce que je garde les violons ou je mets de la musique ou tout ça? Puis il y a comme une voix qui me disait « Ah non, c'est de la cinéma, ça. Oui. Quand fais ça. » Là, c'était comme... De où ça vient, ça? C'est quasiment pour moi qui est le même. Ben oui, c'est quasiment pour moi qui est le même. C'est ça. Fait que... Hey, tu disais tantôt que la merch, ça allait bien parce que tu as du beau stock, puis tu as même des pics de guitare. Là. J'ai vu ça. Je trouve ça original. Vraiment des pics de guitare avec la face de Bob dessus. C'est vraiment, vraiment... Mais la logistique de la merch, on s'entend-tu que... Est-ce que c'est toi qui organise ça? Tout. Ou... c'est ça. Ou tu as une personne qui s'occupe de tout ça? J'ai Karen qui a toujours été dans l'environnement de Bob, mais c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on sort, c'est moi qui commande. Et pour le shipping, puis tout ça, les inventaires, c'est tout... C'est Karen Jobdon qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de ça. Okay. Mais moi, toute la logistique derrière ça, c'est moi qui fais ça. Puis je me base sur Kiss. C'est une bonne gang. C'est pas pire. Bon, ils sont bons. Puis j'ai lu un des livres là, de Gene Simmons. Là. Ouais. Vraiment intéressant. Puis moi, je connaissais fuck all rien dans toute cette industrie-là. Oui. Il a écrit une phrase. Je le lise. C'est quoi le livre de Gene Simmons? C'est écrit par lui? Oui, c'est écrit par lui. Il y a l'histoire de Kiss, mais l'autre, le nom m'échappe. OK, parce qu'il parle de toute parce que lui, c'est une machine de franchise. Toutes les histoires, les bobettes de Kiss, tout, c'est lui. Là. Il y a un cercueil de Kiss, ça n'a pas de sens. C'est vraiment bizarre, ça, par exemple. Mais lui, il avait juste dit une phrase qui m'avait marqué, c'était on ne connaît pas grand-chose, mais ta responsabilité, c'est de t'éduquer. Fait qu'éduque-toi. Lis sur ce que tu connais pas, puis essaie d'avancer là-dedans. Oui. Puis moi, à partir de là, j'ai commencé à lire dans le domaine. J'ai commencé à parler à des gens qui étaient bons là-dedans, puis j'aime ça, mais on a une responsabilité là-dedans. Puis, oui, parce que c'est quand même... pour l'être un peu, tu peux te planter en faisant ça. Là. Tu peux avoir le mauvais chandail, le mauvais design, les mauvaises affaires. Les inventaires. Tu commences avec 500 chandails que cette fois-là, ils ne sortent pas. C'est ça. L'autre d'avant, tu en avais vendu 1000. Puis là, celui-là, pour une raison X, les histoires de grandeur, les patentes, les histoires de livraison avec le web, c'est rendu capoté. Puis il y en a qui disent « Hey Jeff, maintenant ta merch sur Amazon, ça va être plus simple. » Ah ouais, c'est parce qu'ils prennent 30-35 %. Ah oui. Donc, la marge de profit n'est pas si grande que ça. Il n'y a pas de... Non, c'est ça, là. Le monde, des fois, pense que... on ne peut pas vendre quelque chose à un prix démesuré. Je veux dire, on n'est pas Ferrari, là. Une calotte à 95$, on n'en vendra pas. Là. On peut pas le faire à 95$. Donc, à un moment donné, il faut arriver avec quelque chose que tu sais que ça va partir. Puis ça, il y a des... Écoute, des acheteurs de Simon se trompent. Exactement. Je veux dire... Puis eux autres sont là-dedans à longueur de journée. Donc, ça peut être dangereux. Tu montrais quoi pour finir? C'est ça le livre Me Inc. Ah, ouais. OK, c'est intéressant, ça. C'est sûr. Comment tu dis? Gene Simmons?
T'as pas de micro, Mr. White, en passant. Non, t'as pas de micro. Ton micro, c'est Pat qui l'a. Juste à dire que si tu penses que t'as un micro, tu n'en as pas. On va recevoir Gene Simmons? C'est ça que tu me dis? Oh oui, okay. C'est vrai, on va recevoir le livre. Ben oui, on a Éric, le pousseur de livres. Oui, le pousseur de livres. Donc, la tournée Bob Bissonnette Live, OK, c'est une grosse tournée, mais ça, pour cette tournée-là, ça va être la fin. Donc, ça se passe dans les prochaines semaines. Allez sur bobbissonnette.com. Brun, thank you, man. Content de t'avoir vu. Merci à vous autres. Tu changes pas, mon Brun. Zéro, t'es pareil. Même chose, Pat, t'es pareil aussi. Content de vous voir. Puis, si vous avez besoin, Radio Pirate est là pour vous donner un coup de main. Thanks. Thank you, man. Hey, bon week-end, Jerry, parce que c'est pour le live, non pas pour le Prime, mais pour le live, c'était le dernier bout. Donc, on se reparle lundi, Jerry, pour les gens qui sont sur Radio Pirate Live. Mais ça continue sur Radio Pirate Prime. Online, worldwide, radiopirate.com.